Hello et bienvenue dans After School, le podcast qui explore la vie étudiante sous toutes ses facettes. Moi, c'est Rocha et aujourd'hui, on va parler de l'émergence de l'IA en design et en création et répondre à la question suivante. Est-ce que l'IA a sa place dans les études d'art et de création? On voit ça ensemble. Alors, pour cet épisode, j'ai l'honneur, j'ai le plaisir de recevoir Andrea, qui est étudiant en alternance et inscrit au master en direction artistique et qui souhaite devenir à terme créateur et qui va nous parler de la portée de l'IA et surtout de l'impact de l'IA dans ses études. Bonjour Andrea, Bonjour. comment ça va? Ça va, super. Hâte de commencer. Un peu détendu, on va parler de quelque chose qui me parle beaucoup et qui est un peu dans le terme de l'actu, donc ça va être sympa. Bah ouais, hein, on va essayer de voir, parce que c'est vrai que l'IA, ça commence à émerger fort, fort, fort depuis, bah, je pense 2021-2022. Ouais, c'est ça à peu près. Après ça commence à se développer vraiment au grand public, donc C'est vrai que même depuis les années, en fait, c'est même depuis les années 70 que l'IA est créée, c'est pas très, on va dire, c'est récent à l'échelle de l'humanité. C'est vrai que ça a connu un gros boom ces 3 dernières années avec bah, l'émergence de ChatGPT. c'est un sujet qui est assez délicat parce qu'au final, tu sais, la frontière entre l'IA et les algorithmes, elle est super proche. Mm. Mais si tu regardes, est-ce que tu peux dire que Google, c'est un IA depuis genre 40 ans? Parce que tu lui poses une question, il va te répondre genre, est-ce que ça, c'est considéré comme de l'IA ou pas? Ouais. Il y a là la frontière qui est assez fine, donc je pense que c'est surtout parce que c'est devenu super démocratisé, avec ce mot et qu'il y a beaucoup plus de choses, mais bon, on va voir ça ensemble. Ouais, c'est vrai que ouais, tout ça, ça va nous porter pendant cet épisode-là, cette interview-là. Alors, je te propose qu'on commence par des chiffres et des infos importantes pour donner un peu de contexte Yes. aux auditeurs. Alors du coup, j'ai un peu regardé et donc ton cursus, il associe plusieurs matières, même, plusieurs thèmes, que ce soit de la créativité, de la stratégie de marque, de la conception visuelle, de la gestion aussi de projet. Parce que voilà, tu travailles aussi, que ce soit aussi avec des entreprises pour des stages, des alternances ou même, des entreprises qui viennent donner des projets de groupe pour les écoles. Mais surtout, il y a une partie d'utilisation des technologies. Alors j'aime pas le mot digital, mais plus numérique, parce que digital, ça veut dire que tu peux toucher avec le doigt, alors que numérique, c'est vraiment ça veut dire ce que ça veut dire. Donc voilà, toute cette partie, du numérique avec, bah, de la du motion design, du web design, design thinking et aussi donc de l'IA. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses, que peut-être j'ai oubliées? Non, c'est ça, on touche quasiment à tout. Après, ça dépend aussi des formations, en fonction des écoles. Le but, en tout cas, pour devenir graphiste et créer en règle générale, plus dans la direction artistique, c'est vraiment d'essayer de toucher à tout pour trouver son style. Après, tu en as, ils sont plus sur de la photo, sur de la vidéo, donc on se rapproche aussi un peu de l'audiovisuel, mais ça reste assez proche. Ça dépend en fonction de ce que les gens aiment. Il y a aussi de la 3D qui est beaucoup, mis en valeur en ce moment, parce que pour l'instant, la 3D, c'est une des seules choses que l'IA a beaucoup de mal à reproduire OK. et pareil pour le motion, ça commence à arriver sur l'IA, mais en tout cas, on peut faire de belles choses. Mmh. Et alors j'avais vu, je m'étais un petit peu questionné sur les débouchés et il y a quand même plusieurs, donc que ce soit directeur artistique, directeur de création, chef de projet créatif, motion designer, UX, UI designer. Alors UX pour, user experience, UI pour user interface, brand designer, il y en a tellement. Est-ce qu'il y a peut-être, d'autres débouchés qu'on voit pas, qu'on connaît pas forcément, Alors il y a de tout. Après au niveau des termes précis, ça dépend, énormément parce que, les gens ne connaissent pas forcément. On est sur des métiers qui sont vachement récents et donc les patrons ne savent pas forcément, ce qu'il faut. J'ai envie de te dire qu'il y en a certains qui pensent qu'on fait aussi du marketing alors que pas du tout. En tout cas très peu. C'est que la frontière entre, quelqu'un qui, juste créa et quelqu'un qui est community manager ou, qui s'occupe plus des réseaux sociaux est très, très légère mmh, et donc certains employeurs pensent qu'on fait tout, oui, c'est ce ça. n'est pas forcément vrai. Mais après, ça dépend et en soi, le métier, enfin, le nom du métier ne correspond pas du tout à, nos capacités ou nos compétences. Nous, quand il y a un boulot, on peut y aller, peu importe le nom du métier, du moment que ça nous correspond et que ça nous plaît. On est plus sur un métier passion et qu'un métier qui se développe avec le temps qu'un métier très précis où, bah, un avocat, il connaît pas son code pénal, il est mort, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, j'avais vu que, au terme de ces études, tu pouvais intégrer différentes structures et même,
Tu avais Oui, plusieurs choix, que ce soit aussi bien en entreprise, dans des startups, dans des PME, des TPE. Tu peux te lancer à ton compte, en freelance et je pense que c'est aussi un des avantages, de ce genre de domaine, c'est que tu es assez, flexible, mobile sur le type d'entreprise. oui, ça dépendra de chacun aussi, parce que c'est sûr que se lancer en freelance, dès sortie d'études, il faudra trouver des clients. Donc c'est là où tu as un peu plus de taf sur certaines choses. Donc, aller démarcher des clients ou autre. Après nous, on le voit donc, c'est cool. Mais sinon, le plus gros avantage, c'est que, bah, nous, on a besoin d'un PC, d'une connexion Wi-Fi et on bosse et ça part, hein. Ça taffe Ça direct. taffe. Hein, ça taffe donc, là, par exemple, moi, je bosse avec, des gars un peu partout en France et je bosse de chez moi donc ça va. En vrai, c'est nice. Donc C'est ça, c'est pratique. Pas besoin d'être forcément sur place avec une boîte. Tu peux être en télétravail ou pas, ça dépend ce qui te plaît. ça Tu c'est veux partir à tu veux partir à l'étranger et bosser avec une boîte française, si ton niveau est bon et qu'ils te veulent, c'est nickel. ah ouais, vraiment la vie de digital nomade. Ouais, c'est ça, c'est clairement ça. Après bon, voilà, moi, c'est pas mon plus grand kiff, mais faut rester dans l'air du temps et ça se fait OK, donc faut cool. pas oublier ça. Sachant que, c'est vrai qu'en tout cas en France, j'enverrai un lien à la fin si tu veux, Mmh. si tu voudras voir et même si tu voudras le mettre en photo sur l'interview. Mais il y a une dame qui est super gentille, qui a créé un site web qui réunit, toutes les agences de com de France et toi, tu peux arriver, tu peux mettre ton adresse et dire: «Bah, ici, j'ai mon agence» Oh trop et si tu regardes la map, quand tu dézoomes la map, tu as un super gros point sur Paris et après, bah, c'est tout. Tu as un gros point Paris, un peu dans le nord, un peu à Lyon, c'est tout. Il y a plus rien après. c'est vraiment ouais, tout est centralisé, quoi. Ouais, c'est surtout beaucoup Paris. Donc après, c'est sûr que ceux qui veulent pas aller à Paname où la vie chère et tout, imagine, tu es genre à 2-3 heures en TGV de Paris, tu fais, 4 jours en télétravail et 1 jour en présentiel. Tape une fois un TGV, dans la semaine de 2 heures, c'est bon. Mmh, Ça peut se tenter et tu as la vie moins chère. mmh. Ouais, il y en a beaucoup qui font ça, typiquement à Orléans, je crois que c'est à peu près à 1 heure et demie de Paris. Non, bien Énormément font sûr, ça. mais sur les métiers qui sont digitaux, c'est beaucoup plus simple Mmh. que des métiers où tu dois être forcément en physique. Là, malheureusement, tu peux moins évoluer comme ça. Alors si on revient un peu plus sur l'IA, alors j'avais vu qu'il y avait 83 des professionnels créatifs qui utilisent l'IA générative dans leur processus de travail quotidien. C'est bien du graphisme, de la rédaction, que ce soit pour de la vidéo, du soutien pour, du support pour de la musique et c'est quand même, assez gros comme chiffre, hein, 83. Après voilà, comme on a dit, il y a plusieurs utilisations. Moi, je voulais avoir un peu ton ressenti sur ce chiffre. Est-ce que toi aussi, tu l'utilises en partie l'IA et si oui, pourquoi? Moi, je m'en sers. Ça dépend, du pourquoi, du comment. À un moment donné, je m'en servais dans mes anciens stages parce que c'est le patron qui voulait et aussi, les clients qui aimaient bien. Quand on faisait des choses un petit peu plus particulières ou un petit peu plus décalées, ils appréciaient. Donc, bah, après, tu dois aussi te fixer en fonction du client. Parfois, tu as pas le choix. Après, en termes de créa pure, je m'en sers pas. Mais c'est vrai que, moi, j'aime bien, m'en servir, surtout, du coup, de ChatGPT pour les textes. Ou, pour les scripts aussi, je fais du motion design et parfois j'aime bien scripter pour diviser et quand j'ai une idée en tête, par exemple, je vais te l'écrire un peu à l'arrache, comme je l'imagine et je vais lui demander de mieux me l'écrire et au moins après je vais mieux comprendre ce que je vais réaliser. OK. C'est aussi une aide que dans ce sens. Mmh. Ouais, c'est vrai que l'IA, on a tendance, à penser que l'IA va tout faire de notre place. En vrai, moi, je le vois plus comme, une amorce, quoi. Oui, c'est ça, moi je le vois plus comme un complément. Un truc qui peut bah, quelque chose qui peut m'aider plus facilement. Enfin, c'est comme si tu penses à Wikipédia pour savoir des choses sur la vie ou sur des mots ou sur des histoires. Bah, là, c'est pareil pour nous, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est plus vraiment un outil qu'autre chose, mmh, moi, des fois, j'ai tendance à un peu à le comparer à Excel, dans le sens, bah, les graphiques, Excel, il le fait. Il fait les graphiques, il fait les comptes, mais au final, c'est toi qui fais l'Excel, c'est toi qui fais le dossier. Donc on Oui, dit pas: «Oui, c'est l'IA d'Excel, c'est l'algorithme d'Excel qui a tout fait». Non, on dit que c'est toi, mais alors que c'est le programme de calcul d'Excel, tout ça, et que tu as juste rentré les formules. Tu as juste tu connais, tu sais manier, ça vient apporter un complément à ton travail. est-ce que toi, tu t'en sers de l'IA Ouais, je m'en sers GPT? je m'en sers, énormément de l'IA, bah, pour des fois pour des CV, pour un petit peu reprendre, des fois aussi, pour mes scripts, pour trouver des bons hooks, avoir des propositions de hooks, très intéressantes. Des fois aussi pour mes interviews, pour les j'écris toutes mes questions et après, je lui dis: «Est-ce que tu peux me les segmenter dans un ordre précis?» Comme ça, c'est un peu plus Ouais. fluide. Donc, ça vient un petit peu, me sauver du temps sur là où vraiment c'est pas très nécessaire. Ah oui, c'est clairement ça.
C'est clairement comme ça que moi aussi je le perçois. Et alors dernier chiffre un petit peu de cette partie contexte, alors il y a 70 des œuvres numériques utilisées dans les campagnes publicitaires en ligne qui sont générées ou co-créées par l'IA. 7 œuvres numériques sur 10. Alors est-ce que ça te paraît, élevé, pas élevé, est-ce que ça te choque? Pas du tout? Non, ça me choque pas trop. Après en moi j'y pense comme ça, je vois beaucoup de grandes enseignes de supermarchés qui commencent à le faire. Donc je me dis: «Pourquoi pas?» Ça peut être, réellement fait. Après campagne publicitaire, je pense que c'est peut-être un mot fort. Je sais pas si tu prends en campagne publicitaire, le coiffeur qui est au bas de ta rue, j'en sais rien. S'il affiche une affiche, est-ce que tu considères que c'est une campagne? Je sais pas. Mais non, ça me paraît pas déconnant. Après, en fait, encore une fois, c'est là où il faut se dire, c'est, entre générer ou co-créer, c'est pas la même chose. Parce que générer, si juste tu fais un prompt, tu le prends, tu l'imprimes et tu l'envoies, OK, là, j'avoue, c'est abusé. Après, si tu as besoin d'un élément précis, genre, je te dis une connerie, moi, en 3D, je suis pas, très, très bon pour l'instant. J'ai envie d'avoir un logo en 3D en fond de mon image. Je vais demander à l'IA de me le faire un peu mieux en 3D avec des meilleurs reliefs que ce que je peux faire et je vais le foutre en fond et après je vais le texturer et je vais le mettre en page, tu vois? Je vais pas lui demander de me faire toute l'affiche, mais peut-être un élément où là, j'ai moins de compétences, ça peut se tenter. Ouais, ouais, je comprends, je comprends tout à fait. Ou, c'est vrai que moi où ça me paraît un petit peu, pas hypocrite, mais, le débat où tu as des gens qui disent: «L'IA, c'est pas bien», mais à certains parmi eux, qui utilisent l'IA pour faire un peu, des recettes de cuisine, pour, leur demander tout et n'importe quoi. Heu, Oui, c'est c'est int on ouais, va dire, c'est un petit peu l'internet, dans le sens où même alors, de la même manière qu'avant où internet, fallait faire gaffe à ce qu'il y avait dedans, ou ce que ne à quel résultat on s'attendait, il fallait quand même checker le résultat. Bah, de la même manière, l'IA, il faudra checker, il faut pas prendre, l'IA au pied de la lettre, ce que nous sort le l'output, ouais, c'est ça. Après, je sais pas si tu as remarqué, mais depuis, un petit moment, ChatGPT, quand tu lui poses une question, en bas, il y a écrit, dans un petit texte, en dessous de ta zone de recherche, il y a écrit, «Les réponses peuvent contenir des erreurs, regardez quand même». Et ça, c'est vrai. Une fois, j'avais écrit un grand mail où, j'avais, essayé d'avoir des articles de loi dessus. Donc je lui avais demandé: «Est-ce que cet article de loi, il est bon et tout?» Il m'avait dit: «Ouais, pas de souci, nickel, celui-là, il existe, ça passe bien». Et je lui ai redemandé: «Ouais, tu peux me dire s'il existe?» Il m'avait répondu: «Non, il existe pas du tout, en fait». Et c'est ça un peu le problème avec ChatGPT, par exemple et c'est aussi, ça qu'il faut plus mettre en avant auprès des gens. C'est que ChatGPT a une manière de te répondre où il osera jamais te dire non, à part si tu lui demandes de me dire non. Donc tu vas lui poser une question, il va essayer de regarder le sens de ta question pour te répondre dans la direction que tu souhaites. Il sera toujours d'accord avec toi. Mmh. Ouais, je comprends. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de comparer parce que parfois, tu peux écrire quelque chose de très sensé, parfois, tu peux écrire vraiment quelque chose qui est pas du tout vrai et lui, il va essayer de le rendre vrai et c'est à ce moment-là où tu vas peut-être perdre un petit peu de d'authenticité et dans ton message ou dans ce que tu veux écrire et aussi dans la réalité et dans ce qui est-ce que ça soit vrai ou pas, ce que tu es en train d'écrire. Mmh. Ouais, je comprends. Super, bah, on va passer à la première partie sur ton parcours et ton orientation. Alors, première question, est-ce que déjà tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de ton cursus depuis le bac et on va dire de ton envie future, de ce que tu vises à terme? Bon, moi, j'ai fait un bac STI 2D, donc ça n'avait rien à voir. On peut passer de ça. SI 2D donc c'est Après sciences, technologies, l'information et le développement durable? ouais, ingénierie et développement durable. C'était pour devenir, dans l'idée ingénieur, ça pouvait être, soit en conception, soit en plus en architecture, soit en énergie. Donc moi, j'étais en énergie, environnement et tout. Donc c'était cool, enfin ça me plaisait, mais ça m'intéressait pas pour faire un métier. Juste, c'était sympa à apprendre, mais tu faisais rien de waouh pour moi. Enfin, tu gérais, par exemple, pour être économique, la lumière dans un bâtiment, à combien de distance tu mets les dalles au plafond? Tu mets quoi comme dalle? Voilà. C'était pas le truc le plus intéressant pour moi, mais j'ai fait ça parce que je voulais pas être en général. J'avais pas forcément, la motivation et je voulais pas cravacher de fou pour avoir des bonnes notes. Ce qui était quand même compliqué au final de donc c'était pas le bon choix. Ouais, je comprends. Après, j'ai fait un bachelor en direction artistique, donc là, pendant 3 ans où, j'ai vu un peu tout, donc du motion, de la photographie, de la vidéo, de la créa, un peu 3D, de tout. Et là, je suis parti en master, donc c'est le complément, donc là, il me reste 2 ans, où là, je suis en alternance et donc c'est un peu la suite, où là, je suis en com 360, donc je touche un peu à tout. OK et donc tu fais une alternance de 1 an, 6 mois? 2 ans. 2 ans?
OK, J'ai 2 ans d'alternance, je peux la diviser comme je veux. Moi, j'ai signé 2 ans avec mon employeur parce qu'on s'entend bien. nice. Moi, je sais que pendant 2 ans, je suis avec lui. Après, pour un CDI ou quoi, ça, faudra commencer à en parler petit à petit au fur et à mesure, parce que c'est compliqué. Mais ça me dégage du temps aussi pour penser, plus facilement, enfin plus tard, à l'après. Je Yes. commence pas déjà à rechercher une alternance en me disant, «Dans 8 mois, faut déjà que je trouve quelque chose». Mmh. Et comment ça se découpe, genre c'est un mois ici, un mois là-bas? Est-ce que c'est dans la semaine? Est-ce que c'est C'est dans la semaine, ça dépend. En règle générale, c'est tous les lundis et en règle générale, tout le monde fait pareil. Pour les alternances, après, ça dépend chacun. Moi, je suis tous les lundis. On a une connaissance en commun qui fait aussi cette alternance qui est tous les lundis. Après, de temps en temps, dans le mois, j'ai une semaine complète et parfois, j'ai pas du tout de semaine. OK. Donc ouais, donc il y a beaucoup plus de cours que de parties en entreprise? Non, pas forcément, on est plus sur du 50-50, mais je pense enfin, c'est ce qu'ils nous racontent, mais je pense qu'on est plus sur du 30-70. Je fais une journée de cours, une semaine d'alternance. OK. Donc je suis en 4 sur 5. Après, j'ai 2 semaines complètes pour rattraper et après, j'ai 2 semaines, complètes alternance. Donc j'ai un peu de tout. OK. Ah oui, c'est vraiment, ouais, très professionnalisant, quoi. Ouais, ça dépend. Après, en réalité, moi, je suis un peu l'exception parce que vu que je suis en 100 télétravail, je le ressens un peu différemment ces jours de semaine. Ouais. C'est quand tu dois voir des gens, en cours, tu dis: «Ah mais en fait, ils existent les gens, il y a le monde réel». Non, mais c'est même pas forcément ça, c'est que, bah, je me lève un peu à des heures, plus cool parce que moi, je suis plus du coup à la tâche au final. Tant que je fais mon boulot, je vais pas rester devant mon bureau chez moi, je redemande des tâches, mais s'ils me disent: «Il y a plus de tâches», bah, il y a plus de tâches. Et après, c'est sûr que, vu que je fonctionne sur une boîte qui bosse plutôt en 7-7, bon, moi, j'ai mon week-end, mais si là, par exemple, hier, on avait voulu sortir l'après-midi et que j'avais du taf encore, bah, aujourd'hui, j'aurais pu bosser ce matin pour compléter. OK, Donc je suis plus dans cette détente. ça Après, marche. bah, c'est pas ça plaît pas forcément à tout le monde. OK. Il faut aussi, réussir à jauger la notion, pro perso. Tu bosses pas forcément ton week-end si tu as rien à faire et si tu te sens pas de le bosser, mais s'ils t'appellent pour bosser, est-ce que tu bosses ou est-ce que tu bosses pas? C'est à toi de gérer. OK. Ouais, tu as une flexibilité, mais faut faire, Oui, voilà. attention. OK. OK. Et c'est quoi les raisons qui t'ont poussé à suivre ce cursus, ce domaine? Donc je suis parti en STI 2D parce que j'avais pas forcément le choix, c'est ce qui me plaisait le plus à ce moment-là. J'ai pas trop kiffé cette période de lycée. J'ai pas trop kiffé, c'est pas contre eux, mais j'ai pas trop kiffé non plus ma classe. J'étais pas dans C'est mais pas j'étais pas là, mais j'étais pas dans une atmosphère qui me plaisait énormément. C'était une classe qui était, un peu dans de rugbyman et tout et j'étais pas dans ce d'elle. Bah, moi, j'étais un peu le seul geekos au final. OK. Donc j'étais pas trop dans ce d'elle avec eux et tout, donc on après ça arrive, tu vois? Donc j'en parle pas du tout. Je réfléchissais à ce que je voulais faire dans ma life et j'avais pas d'idée, vraiment aucune. La seule chose que je savais, c'est que j'aimais beaucoup, bah, Twitch, YouTube, j'avais déjà Photoshop sur mon ordi pour le kiff. Enfin, il y avait rien de pro, tu vois? Juste ça m'amusait et en parlant avec ma famille et avec mes amis et avec aussi du coup ma copine, je me suis rendu compte que peut-être le mieux à faire, c'était essayer d'aller là-dedans parce que, bah, si j'allais pas là-dedans, je savais pas où j'allais. Mmh. Ah, c'est vrai que le Je moment me voyais pas d'adaptation. voilà, je me voyais pas faire un BTS, du coup dans ce que j'étais et je me voyais pas faire autre chose parce qu'il y avait rien qui me passionnait. Je voulais pas faire d'année sabbatique parce que j'avais pas d'inspi dans où je pouvais aller bosser et j'avais peur de jamais reprendre les études. Donc je me suis dit: «Lance-toi là-dedans, tu fais 1 an minimum. Au bout d'1 an, tu vois si tu as une, filière ou un truc qui te plaît et qui passe». Parce que ouais, les études en créa, c'est souvent payant, à part à la fac, mais à la fac, tu vois pas grand-chose. OK. Donc ça faisait chier de faire 1 an, 7 000 € pour après, arrêter. Donc je m'étais concentré sur est-ce que j'avais des passerelles dans d'autres domaines, donc j'en avais, c'était cool et au final, bah, je suis resté parce que ça me plaisait. C'est un peu un métier passion, mais il faut un peu le dissocier parce que c'est cool d'avoir un métier qui te plaît, mais avoir un métier passion, c'est trop parfois. Ouais. Ouais, Faut essayer d'avoir un métier qui te comble professionnellement et qui te laisse aussi du temps personnellement et c'est l'équilibre parfait que j'ai réussi à trouver, quoi. est-ce que tu avais pas cette peur aussi, tu te dis: «Oui, j'idéalise le truc, c'est ma passion, du coup, ça va être trop bien» Ouais. et d'avoir peur que quand tu arrives en cours, en fait, on te demande des trucs et tu pas et en fait, tu as peur que ça te dégoûte du métier ou que Je suis redescendu de plusieurs étages quand j'ai commencé les premiers cours parce que moi, je m'attendais à faire que ce qui me plaisait et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas la réalité. Donc là, l'avantage que j'ai eu, c'est que moi, je l'ai fait directement après mon bac, donc j'avais 18 piges. Même pas, j'avais 17 ans vu que je suis en fin d'année
et ils ont direct été dans l'optique de me montrer, enfin de nous montrer. Mais du coup, moi, ça m'a encore plus impacté vu que j'avais jamais fait autrement que, ton métier, tu vas le kiffer, mais le client, il veut ça, bah, il veut ça, tu pas le choix. Et j'avoue sur ça, j'ai eu des intervenants qui nous ont bien forcés et qui nous ont bien mis, dans des optiques où, on n'avait pas forcément trop le choix dans la créa qu'on faisait, donc c'était vachement chiant. Mais ça nous permettait d'aussi comprendre la base de notre métier, qui est: on doit réaliser des choses pour des gens et pas forcément pour nous. Quand c'est pour nous, on se fait kiffer. Quand c'est pour les gens, il faut que ça parle à la cliente. Enfin, moi, je fais une créa pour un mec de 20 ans, je fais pas la même pour une dame qui a 50 piges. Ouais, c'est ça. C'est pas la même ambiance et tout. Et aussi, ouais, un petit peu se confronter aux demandes des clients, même si elles ont pas forcément de sens ou que tu dis: «Bon, ça m'a pas l'air très pertinent». Et que même si tu lui montres que c'est pas forcément pertinent, elle te dit: «Bah, en fait, je veux ça et pas autrement». Tu pas le choix, Ouais, c'est ça. tu pas le choix, tu es obligé de te «soumettre» entre guillemets parce que, bah, cash is king. Oui, tu même pas le choix. Après, si dans ta vie, tu as l'occasion de récupérer que des clients que tu aimes, c'est incroyable. J'y crois pas forcément au début, personnellement, pour moi. Je me dis que ça va être compliqué parce que, bah, je suis débutant, donc faut aussi, faire ses armes sur certains domaines, donc faut voir les gens qui t'acceptent. Mais après, c'est sûr que si à l'occasion, tu as vraiment la chance de bosser qu'avec des gens qui te plaisent dans un domaine qui te plaît, ça, c'est magnifique. OK. Mais j'y pense pas trop encore. Tu Ouais. laisses, ça venir Ouais, peut je laisse ça de côté, ouais. Ouais, je laisse ça de côté, c'est compliqué. et dans tes courses, c'est quoi les thématiques, les modules, que vous abordez? Parce que moi, j'y connais rien et je pense que la plupart des auditeurs ne connaissent rien non plus. Retoucher une photo, savoir faire une campagne, une belle, on va dire une belle campagne visuelle, une belle, identité visuelle? On a eu alors je vais te faire, pas forcément dans l'ordre chronologique, mais dans les cours qu'on a pu avoir. On a eu de la photographie. Première année, c'est parce que c'était surtout pour le touche à tout. OK. Donc on a fait de la photo avec des profs de photo pendant 2 ans, donc c'était cool. Mais c'était beaucoup dans le, il nous a appris comment ça fonctionne un appareil photo, tu vois? Après il nous a dit: «Maintenant, les cours, on s'en fout, vous allez prendre un appareil photo, vous allez prendre des photos». Parce qu'il faut aussi se rendre compte quelque chose, c'est qu'à l'heure actuelle, moi, je fais des cours pour ça, j'ai un cursus scolaire pour ça parce que c'est quelque chose qui je voulais. Mais, quelqu'un qui fait ça depuis qu'il a 14 piges dans sa chambre, à 17 piges là, il a sûrement plus de niveau que moi. Mmh. C'est mais parce que c'est un métier qui n'a pas de réalité, qui n'a pas de quelque chose de concret. Moi, je peux réaliser une vidéo, un mec peut faire une vidéo qui est 100 fois meilleure que moi en ayant fait des choses qui n'ont rien à voir. Ouais. Faut aussi se rendre compte de ça. C'est beaucoup de pratique et beaucoup d'imagination, de créativité. Et donc on a fait de la photo, on a fait de la vidéo pour apprendre ça. Le plus important, nous, on a vu beaucoup de Photoshop, donc pour faire, des affiches publicitaires ou autres, même pour ce que je fais maintenant dans mon alternance. On a vu aussi, je te donne les noms des logiciels, si tu sais pas, je les explique aussi en même temps. D'Illustrator, donc c'est du vectoriel, c'est pour tout ce qui est logo, donc on a appris aussi après à s'en servir. InDesign pour tout ce qui est mise en page, flyer ou magazine. Pareil, après on a vu, tout ce qui était After Effects, Premiere Pro pour tout ce qui est vidéo ou motion design, un petit peu 3D. Donc ça dépend aussi des cursus. Des cursus qui sont arrivés après nous dans l'école, par exemple, je sais que certains ont vu plus de 3D parce que, c'était quand on est arrivé, c'était un peu moins, à la mode et maintenant c'est beaucoup à la mode. Du coup, ils adaptent du cursus en fonction d'eux. Mmh. Et surtout, je pense que le cursus, il est amené à évoluer. Je pense que les cours, de design et de créa il y a, 10 ans, ils sont vraiment radicalement différents. Tout évolue, évidemment. Bah, c'est ce que je racontais tout à l'heure avec, la métaphore de l'avocate, c'est que l'avocate, si le code pénal il évolue pas, les étudiants vont apprendre ce code pénal de la même manière parce qu'il a pas évolué. Nous, tout évolue en fonction des tendances, en fonction de ce que les gens aiment et surtout en France, c'est beaucoup en fonction de ce que les, gens connus apprécient. J'ai remarqué. À l'influence. L'influence beaucoup, sachant que la créa est beaucoup mis en avant, sur beaucoup tout ce qui est, bah, YouTube, Twitch. Donc c'est sûr qu'ils ont un petit peu, sans le vouloir, ils ont un peu un poids sur notre métier Mmh. et c'est pour ça que je trouve ça très cool que très peu utilisent l'IA et c'est très cool aussi que ceux qui s'en servent soit l'assument, soit se font beaucoup bâcher sur ça. Je sais que Squeezie avait utilisé de l'IA pour une de ses vidéos où il parlait d'un gars qui avait voulu réaliser un film qui était catastrophique et beaucoup lui étaient tombés dessus en disant: «Ouais, tu sais de l'IA alors que tu aurais pu utiliser un vrai créa»
et je trouve que l'utilisation de l'IA dans ce domaine était bien appropriée parce que vu que c'était catastrophique, le fait que l'IA réalise des petites vidéos qui étaient bien dégueulasses, ça matchait bien, tu vois? Mais c'était un parti pris à prendre et perso, moi, je l'ai trouvé très intelligent parce que, c'était bien. Après, je t'avoue que ça aurait été cool qu'il donne quand même l'argent, à un créateur banal, tu vois? Ouais, c'est ça. Ça aurait quand même été cool pour un gars, mais je trouvais ça sympa qu'il s'en serve dans ce sens. Ça a été très intelligent pour lui. Mmh. Alors, on va passer à la deuxième partie sur le travail créatif et la méthodologie en général. Alors, c'est quoi les méthodes ou bien les outils que tu utilises dans le cadre d'un projet créatif? Et surtout, c'est quoi les étapes d'un projet créatif? Du brainstorm jusqu'à la livraison, c'est quoi les différentes étapes et comment tu les réalises? Alors, je vais te parler dans 2 cas différents. D'abord, on va dire plus client et un peu dans mon alternance, parce que mon alternance, c'est un peu particulier. OK. Tu reçois ton brief, donc la cliente te fait un brief. En règle générale, là, je te parle en classique. Il peut être hasardeux si la cliente, elle sait ce qu'elle veut, mais sans trop le savoir. Je vous fais des pots de confiture. Je veux des pots de confiture, je veux un logo, je veux une étiquette. Tu lui poses des questions, tu essayes de voir avec elle, ce qui lui importe, ce qui peut lui plaire, la tran qui elle vise aussi. Tu essayes d'avoir le plus d'infos possible pour après que ça soit plus à l'essentiel. Tu Une fois que tu as toutes ces infos, tu, lui fais du coup, le devis OK. qui paraît évident. Le devis est super important. Tu lui fais un devis avec le prix, elle accepte ou elle accepte pas, faut voir. On va dire qu'elle accepte direct parce que c'est une bonne cliente. Mmh. Gentille cliente. Elle accepte, dans le devis, tu lui fais aussi un planning à côté si elle a une deadline précise. Si elle a une deadline de 2 semaines, tu lui fais un planning où tu lui expliques: «Bah, là, dans 3 jours, je vous rends ça, dans 5 jours, je vous rends ça, dans 8 jours, je vous rends ça». Au moins, elle sait quand va arriver chaque proposition. OK. Donc, en règle générale, tu commences par un logo, là, dans la situation que je te donne. Tu lui as fait un mood board, elle a validé le premier jour, après tu lui proposes un logo. Elle va te faire des retours. Tu vas dire: «OK, bah, si elle te dit: "On part sur celui-là", nickel». Si elle te fait des retours, en fonction de ses retours, tu lui dis oui ou non. C'est bizarre à dire. OK. Et tu peux lui dire: «Oui, je veux», ça rend bien ou sinon si tu lui dis: «Non», faut que tu argumentes en disant: «Ça va pas le faire». OK. Si elle veut quand même, bah, tu fais. Enfin, tu vois? Et là, la limite, c'est que tu peux pas forcément lui dire non parce que c'est pas ton bébé, c'est son bébé. Mmh. Donc ça veut quelque chose de précis, il faut réussir à lui faire. Après, on passe à autre chose. Là, pendant le elle t'a signé le devis, elle te dit: «Oui, je veux, au final, par exemple, pour mes pots de confiture, je veux, 5 étiquettes au lieu de 4». Là, à ce moment-là, ton devis, il évolue. Donc soit tu lui renvoies un devis, soit tu lui fais un mail écrit en disant: «J'ai bien compris votre demande. Pour ceci, si vous acceptez bien, il faudra augmenter, par exemple, le prix total de 150 €, ce qui équivaut à une étiquette». J'ai une connerie, tu vois? Mmh. Elle te le valide, nickel, tu fais les 5 étiquettes. Si elle te le valide pas, tu en fais que 4 parce qu'après tu te fais couiller, évidemment. Oui. Donc en fait, c'est beaucoup de, questions-réponses avec la cliente tout le temps pour être sûr que ça aboutit à un projet qui lui plaît, qui te plaît et que tu te fasses pas arnaquer par quelqu'un qui, parte sans rien, Mmh. sans te payer. En règle générale, tu fais aussi un acompte au début pour que ça la force à te payer. Et en fonction des clients et en fonction de comment sont les gens, si la cliente ou le client paraît plus, accessible et vraiment honnête, tu lui envoies les fichiers et il paye après. Sinon, tu peux passer par des plateformes où, la plateforme, il y a le fichier qui est dessus, tu lui envoies la facture sur la plateforme et c'est quand le gars va payer sur la plateforme que le fichier va se débloquer dessus. OK. Ça peut être une solution. Après, sur les plateformes sont payantes, tu payes au mois donc c'est sûr que si tu te lances, payer ça, ça peut faire 50-100 € qui disparaissent tous les mois, ça peut être beaucoup. Mmh. C'est quoi? J'avais entendu pas mal. Sachant que quand tu es en freelance, il faut penser que tu as alors à peu près à la louche, tu as entre 25 et 30 d'URSSAF. Donc si tu arrives à faire un projet à 1 300 € qui peut commencer à être pas mal, tu prends que 1 000 €. Ah voilà, c'est vrai. Non, mais il faut penser à ça, Ah, faut penser à ça dans ton total, que du coup la TVA, ça rentre en compte, que tout ça, c'est vrai que quand tu proposes un tarif, ça peut paraître élevé pour beaucoup, mais c'est vrai que derrière, toi, tu as tes charges qu'un employé paye, mais toi, tu les vois pas. Mmh. Quand tu fais un projet à 1 300 € et que tu es payé 1 000 €,
toi, tu les vois passer les charges et tu cotises pas pour les retraites. En tout cas, très peu. Alors qu'un employeur, si, lui, il te paye, ton 1 300 € ton SMIC, bah, tu as tes charges aussi derrière. Donc c'est là où il faut aussi comparer et il existe sur internet de très beaux tableaux Excel, comme tu racontais tout à l'heure, où tu rentres toutes tes données et tout est calculé pour te montrer quel est ton seuil. En gros, est-ce que tu vas réussir à vivre ou pas? OK. C'est clairement ça. Vais-je survivre à la fin du mois? Vous le Ouais, c'est clairement ça, c'est clairement ça et du coup, c'est ça qui est chaud. Après moi, la partie du coup, alternance, où moi je bosse du coup pour, une agence de footballeurs, OK, donc c'est un peu différent. Moi, je bosse plus à la tâche, donc le dimanche ou en règle générale, c'est le dimanche ou moins le lundi, dès que je me réveille, je suis directement lancé. On m'envoie le brief, je dois faire quelle créa pour quel joueur. Pas plus difficile que ça pour moi franchement. Quelle créa pour quel joueur? OK, donc tel joueur, il veut telle, affiche pour son match. Lui, il est à tel niveau, bah, faut faire ça. Les matchs, c'est souvent le mercredi et le week-end. Moi, le lundi, je passe toute ma matinée à regarder tous les stats des joueurs qui ont joué le week-end. OK, Donc là, je te la montre en vidéo. J'ai ma liste de joueurs. Elle fait cette taille. Oh! Il y a une cinquantaine de joueurs, OK? Donc je me focalise beaucoup sur les joueurs les plus importants. C'est méchant à dire, mais un joueur qui a déjà commencé sa carrière, tu auras pas forcément de contenu à faire sur le tas parce qu'il vient de commencer sa carrière. Par exemple, un joueur qui a fait, 15 matchs en Ligue 1, tu fais pas un post, «Bravo pour tes 15 matchs». oui, Tu attends les 50, donc tu as le temps. Donc en fait, tu fais de la veille parce que, un joueur qui a des belles stats, là, on a un joueur qui a fait, plus de 100 buts et 100 passes D au total, donc 100 cumulés, genre 47 et 51, en Ligue 1, faut faire un poste précis. ouais, Donc ça, c'est mon rôle du lundi, savoir tous les joueurs, donc je fais toutes les stats des joueurs, ça me prend une grosse matinée. Au moins, je détaille tout et je sais, quel joueur est à quel stade dans ses performances, dans son palmarès et au moins on peut faire des posts personnalisés, ouais, parce qu'on s'occupe beaucoup des réseaux. Après, je fais la créa pour les joueurs. Je l'envoie au gars qui s'occupe, qui est en relation directe avec les joueurs. Je me prends les oui ou je me prends les non et après je modifie. En règle générale, je me prends un oui sur 3. C'est très peu. C'est très peu, c'est bien, on va dire. Un sur 3 et sur 3 versions, je plie le truc. OK. Ils sont pas chiants. Franchement, ils sont pas chiants et c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre et beaucoup de gens aussi, c'est que la créa, les gens vont trouver ça beau, mais les gens vont pas comprendre pourquoi c'est beau. Mmh. Ah, le pourquoi c'est beau, nous n'avons pas 4 heures, ne c'est pas c'est pas un Non, sujet non, non. qui me Non, mais ils vont pas regarder, OK, ils vont se dire: «C'est beau», mais c'est tout. Toi qui vas le créer, tu vas te dire: «Je vais mettre ça à cet endroit, ça va rendre beau» ouais, et donc tu vas voir les petits détails et eux, ils vont juste dire: «Bah, c'est beau le total». mmh, Donc il faut aussi penser à ça, parfois et je sais que dès le début, je me faisais trop chier sur certaines créas que maintenant j'ai un peu diminué et ça rend aussi bien pour les joueurs. ouais, c'est ça. Faut arriver à optimiser, pas faire, un truc un peu trop overkill, trop sophistiqué, trop C'est fancy, ça. alors que forcément c'est j'allais dire pas valable non, mais, est-ce que ça va apporter, quelque chose en plus? Pas forcément, genre c'est comme la loi de Pareto, que 20 des de la cause entraîne 80 du résultat. Ouais, Donc, il y mais a c'est ça, c'est ça. il y a un peu de ça. Mais du coup, ouais, en vrai, c'est sympa tout ça, en fait, ça te confronte à 2 types, à 2 types de gestion de projet Totalement, c'est des trucs qui ont rien à voir du tout. et du coup, l'interaction, avec les gens du métier ou bien avec les étudiants, ça se passe, comment? Parce que je pense entre les gens du métier qui ont déjà de l'expérience et les étudiants qui viennent à peine de sortir d'école, est-ce que l'interaction se fait bien? Est-ce qu'il y a une relation de oui, on va s'échanger des infos ou on est plus, non, on se parle pas et on fait pas du tout le même métier, il y a vraiment une dévalorisation des 2 côtés? Ça dépend. Est-ce que tu parles que dans le métier ou tu parles en règle générale entre tous les métiers? Non, par exemple, voilà, entre des gens du même métier de créa. Moi, les gens que j'ai toujours rencontrés, j'ai quasiment toujours rencontré des gens qui étaient cool. OK. Après, c'est peut-être ma façon d'être aussi où moi je suis pas dans de la concurrence. En vrai, moi je m'en fous de ça, je suis vraiment dans l'optique où je fais mes armes. Déjà pour l'instant parce que je suis étudiant donc je vais pas dévoiler ton boulot, tu vois? Mmh. Si tu as déjà de la co si ça fait longtemps que tu es ancré et après aussi dans le truc où, je me dis aussi, si un client me choisit moi, pas parce qu'il aime pas l'autre, c'est qu'il me préfère. Dans ce que je lui propose, dans le tarif, dans plein de choses. Mmh. Et après moi, tous les, anciens du métier que j'ai rencontrés ont toujours été très cool à m'apprendre des choses, à me montrer des choses. Donc après, ça dépend de tout le monde. Il y en a, ils sont forcément plus concurrence, mais c'est un peu comme dans tous les métiers. Tu travailles dans la grande distribution,
ton patron va peut-être se dire ou ta manageuse va peut-être se dire: «Oui, lui, je vais le mettre dans le coin parce qu'il va peut-être me voler mon boulot». Mmh. C'est comme dans tous les boulots, hein, tout le monde a peur un peu de la concurrence. Ouais, un peu de Il y a jalousie. un peu de jalousie, un peu de tout et c'est aussi en fonction de comment tu travailles et comment tu apportes, les choses. Moi, j'ai jamais, ressenti de jalousie, mais je pense que certains peuvent se dire, par exemple: «Ah bah, quand même, le gars, il pose avec des joueurs de foot connus un peu, international. Sympa», tu vois? J'aimerais bien me mettre à sa place. Mmh. Pas forcément de la jalousie, c'est aussi parce que tu kiffes le truc du gars et moi, il y en a certains où je me dis: «Putain, elle a pris des photos, à un bel événement», je suis en mode: «Putain, j'aurais bien voulu y aller», tu vois? Et du coup, vous contactez entre vous? Enfin, par exemple, je dis n'importe quoi, mais tu vois le travail d'un créateur, tu vois qu'il a à peu près le même âge que toi. Est-ce que tu le contactes? Tu dis: «Ouais, salut, je trouve ça grave beau, comment tu as fait ça?» Ou est-ce que tu as une technique particulière? Est-ce que vous échangez aussi des même au sein de ta promo, est-ce que vous avez aussi un groupe où vous échangez des techniques ou c'est plus, Bah, dans la promo, on parle, après on est que 12-15 donc c'est tranquille, tu vois? OK. Il y a pas forcément de galère. C'est sûr si tu es 40-60, là, pour parler à tout le monde, c'est compliqué. Mais après, moi, sur les réseaux, sur Insta et tout, dès que je trouve un boulot beau, j'ai pas de honte à envoyer un message au gars en disant: «C'est bien». Mmh. Je trouve ça cool, j'aimerais qu'on m'envoie des messages en privé en me disant que c'est beau, ce que je fais, donc j'ai pas de galère avec ça. Vous avez attendu les gens Après envoyez-lui des messages pour dire que c'est beau, par pitié. non, non, mais en fait, non, mais genre, c'est dans l'optique où c'est aussi motivant. Après, certains te répondent, certains ne te répondent pas, ça dépend le nombre d'abonnés qu'ils ont, ça dépend de plein de trucs. Moi, je m'en fous, je suis juste là, même s'il a vu mon message, ça peut lui faire plaisir. Ouais, c'est vrai. Non, faut donner de la force à tout le monde. Mmh. Tout le monde a besoin d'avoir de la force, enfin, dans un métier où il y a tellement de monde et il y a que ça, enfin, on est beaucoup trop pour, le nombre de places, donc c'est toujours cool de savoir que quelqu'un, se dit: «Bah, ton boulot est sympa». En Mmh. plus, c'est un mec du milieu, donc c'est cool. Mmh. Et du coup, ça me fait penser à 2 questions. Quand, tu me disais, oui, montrer, qu'est-ce qui est beau, dans l'œuvre, ça me faisait penser de quand, tu as le client face à toi pour lui dire ce que tu as fait. Est-ce que tu utilises des termes techniques ou juste tu lui laisses regarder, apprécier, voir s'il aime ou il aime pas? Ou tu lui expliques: «Là, j'ai mis une ombre portée, là, j'ai mis, ce genre de forme parce que ça rappelle, votre, ça rappelle» je dis n'importe quoi, par exemple, parler des confitures: «J'ai mis ce genre de forme parce que ça rappelle la forme de la fraise. J'ai mis cette couleur parce que c'est très proche, de la couleur de vos champs». Ou, tu la laisses apprécier, s'il kiffe, elle kiffe pas et après du coup tu rechanges en fonction de ses, inputs? Moi, je lui dis et je pense qu'en règle générale, tout le monde le fait. En tout cas, moi, c'est ma manière dont on m'a appris et c'est la meilleure manière. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, faire du beau pour faire du beau, moi, je trouve ça pas quelque chose qui est très intéressant. Mmh. Je préfère qu'on raconte une histoire quand on fait de la créa. Ah vraiment le storytelling, En fait, ce qui est bien, c'est que la cliente, elle va te raconter des choses ou le client. Donc, quand je dis une connerie, c'est une multinationale, c'est Renault. Là, vas-y, pour raconter une histoire, c'est compliqué, tu vois? Mais quand c'est des clients qui sont plus proches, qui sont plus lambda comme toi, qui ont leur petite boîte et tout, je trouve que c'est important de raconter l'histoire de la personne. Tu vas parler avec quelqu'un qui est un être humain, comme toi, qui va te raconter, ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas. Qui va te raconter pourquoi elle a créé sa boîte et je trouve ça cool de retrouver ce qu'elle aime et ce qu'elle ressent vu que c'est sa société à elle. Une dame qui veut un logo assez cosy, assez, bubule, peut-être que tu vas prendre une typographie un petit peu plus ronde et que tu vas mettre un contour blanc pour faire un petit effet en mode c'est un petit nuage. Ça fait un peu fluffy. Ça peut être cool. mmh, C'est vraiment en fonction et quelqu'un qui est un peu plus dark, un peu plus, qui veut quelque chose d'un peu plus précis, d'un peu plus carré, peut-être que là, tu utiliseras une typographie qui est assez, droite, avec peut-être des empattements aussi, qui est un peu plus texturée et là, tu te diras: «Là, on va plus dans le dur» et pareil, les couleurs un peu plus sombres. Faut faire en fonction des gens. yes. Par exemple, toi, ton podcast, je l'imagine plus comme un podcast qui est plus solaire que dark, évidemment et je le vois plus dans un côté, du coup, entraide. Donc sur ça, je partirais plus dans une histoire où, tu as été un étudiant qui a eu des difficultés comme des qualités dans ce qu'il a vécu. Tu as connu le monde pro. Peut-être que là, à ce moment-là, toi, tu es plus dans l'optique où tu te vois plus comme un médiateur pour les gens qui n'ont pas connu ou qui sont en train de le connaître et ta parole peut les aider, tu vois?
C'est tout à fait ça. Tu as très bien résumé la situation. Voilà, j'ai clairement résumé le profiler et voilà, c'est ça. Mais c'est plus intéressant de montrer ça, parce que ça montre plus de sincérité, et d'authenticité dans ce que tu proposes que, par exemple, bah, moi, je fais ça parce qu'au final, Spotify, il me paye tous les mois, tu vois? Ouais, c'est ça. Ce qui est pas forcément vrai et je vais te dire: «Tu avec qui d'autre tu bosses?» parce qu'on va dire tous les noms, moi, il y a pas de problème. Tu bosses avec qui d'autre, du coup, en plateforme? Je bosse Spotify, avec, il y a qui d'autre? Deezer, Voilà, Deezer. Apple Podcast. Voilà, nickel, au moins on a tout dit, c'est bon. Voilà, c'est bon. On n'aura pas trop. Ouais, on se retrouve pas bloqué sur un des 3. Voilà, ce sera finito là. OK. Alors on va passer à la troisième partie sur donc l'IA, l'intégration de l'IA et la création. Alors, de quelle manière l'IA s'insère dans tes activités de créateur? Donc tu m'avais dit que tu utilisais, ChatGPT pour les textes. Est-ce qu'il y a un autre moment où tu utilises l'IA, je sais pas, pour rédiger des mails, par exemple? Ça peut être pour ça aussi, hein, ça fait partie du job de créateur. Ça peut être, par exemple, de la suggestion d'idées. Tu dis: «Bah, j'hésite entre ces 3 idées, qu'est-ce qui serait bien?» Moi, je m'en sers du coup beaucoup, comme j'avais dit, en amont, pas pour la créa pure. Mmh. Enfin, je fais pas de la créa sur, ChatGPT, tu vois? Ouais. Mais je m'en sers beaucoup en amont pour, bon, les mails ou les textes, ça pourquoi pas. Pour, les scripts, parce que moi, quand je fais du motion design de la vidéo, pareil, je pense à des choses. Moi, je m'imagine les choses devant moi en mode: «Ah, le plan, il arrive à gauche», je le visualise. Après, je le fais des petits dessins et tout gribouillés sur un papier. Mais j'aime bien aussi l'écrire. Moi, ça me fait différents, visus. Je vois ce que j'écris, je visualise mon dessin et j'arrive à mieux faire. Après l'IA, moi, je m'en sers aussi d'une autre manière qui est pas forcément autant connue, mais par exemple, sur After Effects, pour certains effets, c'est du code. Mmh. Moi, en code, je suis zéro. Je suis nada, zéro. Enfin, c'est pas ça a jamais été mon métier, donc je connais rien. Donc soit je cherche sur internet des gens qui ont déjà fait du code sur ça pour, l'intégrer directement dans mon fichier, ce qui se fait. Soit parfois quand je trouve pas ce que je veux, j'essaie de demander à l'IA, du coup à ChatGPT, s'il connaît un code qui se rapproche de quelque chose que j'ai envie de faire et j'essaye de voir si ça match ou si ça peut passer. OK. Je le vois comme ça, comme une aide. Après, le truc que je me sors le plus, c'est quand j'ai un brief, que le brief il est pas trop clair ou quoi, je lui mets le brief, je lui demande: «Est-ce que tu peux un peu plus me le détailler?» pour qu'il essaye de me débloquer des idées et souvent je lui demande: «Donne-moi, 50 mots qui peuvent être en rapport avec ce brief». OK. Et moi, il me développe plein de mots et les mots, ça peut me débloquer directement des idées. En fait, il me brainstorm un peu aussi à ma place. Mmh. Mais vu que pour trouver des mots, ça prend du temps, là, j'ai direct, certains mots et avec ces mots, je me dis: «OK, lui, ça match vraiment de fou, faut partir sur ça». OK. Et du coup, ça, c'est juste pour ces tâches-là et c'est à quelle fréquence? Genre, tu l'utilises tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois? Tous les jours. Tous les jours? Ça Bon. serait hypocrite de dire non. Mmh. Alors, en vrai, bah, je vais dire la vérité, moi, j'utilise aussi l'IA, par exemple, typiquement pour, mes shorts, les shorts du podcast et je me dis s'il y avait pas ça, mais je mettrais, le double, voire le triple, voire le quadruple de temps. Parce qu'il faut déjà, je mets à peu près, par jour, je dédie, 1 heure et demie, peut-être 2 heures, dépendant des jours, il y a des jours un peu moins, des jours un peu plus. Des fois, vraiment des jours où je suis entièrement dessus. Mais ça me sauve du temps parce que sinon, je pourrais pas Oui, c'est sûr. trop tout faire, quoi. Mais c'est vrai que oui, il faut plus voir l'IA que comme un agent qui vient un petit peu te seconder, surtout sur les stages sur lesquels tu es pas forcément très à l'aise ou qui sont très rébarbatives. C'est clairement ça. Mmh. Faut pas, en abuser non plus. Il y en a qui en abusent trop. Enfin après, encore une fois, la limite, elle est chacun a sa limite. Moi, j'ai pas envie d'en abuser parce que je trouve ça pas intéressant. Après certains, bah, ils tu vois bien sur TikTok et tout, tu as, ils font que ça. Ah, les vidéos par IA, Voilà, après, certaines, c'est drôle, certains, ils essayent de te vendre des trucs. mmh, Moi, je suis pas trop fan. Après, c'est horrible, mais si tu en as qui tombent dans le panneau, bah, eux, pourquoi ils arrêteraient? mmh, Ils font de l'argent avec de l'IA, donc ça dépend. Ça, c'est toi et ton éthique. Moi, je suis pas capable de faire ça, d'arnaquer les gens. T'en as, ils sont capables. Mais en fait, ce qui serait cool, mais encore une fois, c'est bah, les moyens, en fait, c'est les moyens et c'est la les le temps qu'il faut c'est les mettre. c'est ça et encore une fois, on va dire une vérité, c'est le début de ton podcast. Oui, c'est ça. Donc tu peux pas non plus, être déjà, bon, une prod de fou. Mais à terme, ce qui serait cool, c'est que tu arrives à dégager du temps pour faire du montage où tu arrives à mettre des photos,
ou des exemples ou des choses qui, matchent ou qui le gars puisse, regarder en direct de ce qu'on parle. Mmh. Bah, à terme, je voulais OK. faire filmer et tout, mais il faut qu'il prenne un peu d'ampleur, que je contacte, des gens. J'avais déjà, pensé à le faire filmer pour, possiblement, une prochaine saison ou des prochains épisodes à faire, tout filmer dans un studio, mais il faut que je contacte les bonnes personnes. Et il Mais, faut que tu aies aussi du budget à mettre dedans. ouais, et voilà, Parce faire que venir les ouais, invités, tout ça, c'est compliqué. oui, c'est sûr. Donc, un jour, si, le podcast marche bien, il sera filmé et tout, ça sera un truc un peu plus propre avec, un vrai monteur, un vrai mixeur, quelqu'un qui va vraiment du travail, parce que moi, je suis plus travail de fond, genre, par exemple, que ce soit chercher des infos, par exemple, sur mes TikTok, qui sont très moches, hein, très mal filmés et tout, mais, moi, je suis plus un gars qui est à fond, enfin, oui, à fond sur le texte et les informations plus que sur la forme parce que je suis très nul, j'ai vraiment pas d'esprit, esthétique. Genre je sais pas trop, ce Mmh. qui est beau, ce qui est pas beau, et donc moi je préfère juste me concentrer sur ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire chercher des infos et les donner plutôt que, bon, pas j'allais dire m'embarrasser, mais me compliquer la vie et en fait final que ça soit pas très, très beau ce que je fasse. Ouais, ça Ah oui, alors à quel moment tu as dû utiliser la première fois de l'IA dans tes stages ou dans tes études? Est-ce que tu l'as déjà utilisé dans tes études pour un projet de groupe? Ou est-ce que déjà en cours, on vous a dit: «Oui, il faudra utiliser de l'IA», si oui, comment? au début, on nous disait qu'on devait pas s'en servir, que si on s'en servait, c'était out, genre, fallait vraiment pas. Moi, j'ai commencé à m'en servir du coup pour des textes, utilisation banale. Parfois, je fais des fautes de français quand j'écris. Mais comme tout le monde, mais j'aime pas trop en faire et j'avais une prof qui était, grave, carrée sur ça. Donc j'ai commencé à, foutre mes textes sur ChatGPT en lui disant: «Enlève-moi toutes les fautes». Bah, c'est un Voilà. correcteur orthographique comme un autre, hein, et là, Voilà, c'était clairement ça, mais l'avantage, c'est que c'était plus pratique pour copier-coller, quoi. mmh, Mais après, c'est tout. Et sinon, en stage, je m'en suis servi, dernièrement parce que, bah, les clients voulaient, quasiment que de l'IA. J'étais pas forcément pour, mais au final, j'ai pris le pli et je faisais que ça, donc bon. mmh, En fait, ça dépend. Moi, je trouve que parfois, ça dénature ton métier quand les gens pensent que l'IA, ça va faire que ton métier. Et ce qui fait mal, c'est quand c'est un patron d'entreprise qui te dit ça. En gros, il te dit clairement, «Je vais te remplacer, mec». ah ouais. Et du coup, tu te dis: «Bah, OK, bah, moi, je vais pas demander mon alternance chez toi, du coup, parce que, bah, si tu me remplaces, qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» Ouais, c'est bah, justement, on en parlera à la toute fin du podcast de la relation, entre IA et employeur. On reviendra là-dessus et on va voir que c'est assez, dramatique. Alors du coup, tu nous as dit que l'IA, c'était plus, un assistant qu'un Oui. remplaçant ou bien un créateur et du coup, bah, ça m'amène à la question suivante. Est-ce que tu penses que l'IA pourra à terme répliquer, et je dis bien répliquer, la créativité humaine? Non. Ouais, je En fait, partage le même avis. non, mais en fait, moi, c'est ce que je vois, c'est que avec un métier qui évolue autant comme le nôtre, en tout cas, personnellement, j'arrive pas à me dire qu'un jour, l'IA va réussir à être autant dans les tendances que nous. Mmh. En fait, si tout le monde fait pareil, bah, il y a plus de nouveau, il y a plus de nouveauté. Donc il y aura forcément un moment donné où quelqu'un va dire: «Beh, moi, je vais faire différemment» et les gens vont aimer ce qu'il fait. Mmh. Je sais pas si tu vois comment je veux le dire? Plus ou moins. Mais pour moi, c'est en constant tout évolue et à un moment donné, l'IA, ça va devenir banal parce que ça sera là dans nos vies. Ouais, comme, internet l'a Ah, été. comment ça faisait enfin, bon, nous on l'a pas connu, mais à l'époque, quand il y avait la radio et que la télé est arrivée, tout le monde a dit: «La radio, c'est mort. Mmh. Pourquoi ça continuerait?» Et bah, ça y est encore. Maintenant on a internet, on a dit que la télé, c'est mort. Bah, la télé, ça y est encore. Moi, je vois pas d'inconvénient à l'IA. En fait, il faut juste bien réussir à la maîtriser et surtout à notre niveau parce que moi, pour mon métier, j'y vois aucun inconvénient. Moi, j'y vois plus d'inconvénients, c'est pour les métiers, qui sont plus manuels. Je pense, bah, ça fait longtemps où tu as plein d'usines qui sont, 100 en robot, genre, je dis une connerie, je pense qu'il y a plein de voitures qui sont fabriquées avec des robots maintenant depuis tout le temps. Oui, il y a quand même pas mal de machines, même s'il y a il y a quand même la présence humaine pour, contrôler la qualité, faire le transport, tout ça, de la logistique et peut-être quelques opérations très précises, genre mettre une vis ou bien, des opérations très dangereuses, enfin très critiques pour, l'automobile. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie où c'est des machines, hein. Oui, c'est ça.
Mais moi, je le vois plus dans ce sens où, dans certains boulots, on va à la fois perdre des métiers, mais à la fois, ça sera plus efficace pour les gens en règle générale. Oui, oui. En fait, ces gens les gens qui vont perdre leur boulot, eux, ils vont être, ils vont perdre un boulot, ça va être très triste pour eux. Mais après, toutes les personnes qui peuvent en profiter, genre là, je te dis une connerie, ça veut dire que si tu arrives à automatiser la création d'une voiture à 100, c'est-à-dire que là, pendant qu'on dort, il y a des voitures qui se créent. Mmh. Donc tout est en constant Ouais. et tu peux faire des économies économies où, bah, pas besoin d'acheter des lumières, dans l'entrepôt. Enfin, pourquoi allumer toutes les lumières? Donc les machines, elles en foutent la lumière, tu vois? Ouais. Donc ça peut être des solutions. Après ça, c'est à voir. Je pense beaucoup, par exemple, là, aux doubleurs. Je sais pas ce que tu as vu passer, les pétitions parce que beaucoup veulent utiliser, l'IA pour faire des doublages. Moi, par exemple, je pense que l'IA ne peut pas mettre des émotions comme mettent les doubleurs, tu vois? Oui, c'est ça. C'est l'IA, on va le dire un peu crûment, mais elle ne sait que copier ce qu'elle sait déjà. Elle ne peut pas inventer tout de A à Z. Elle a dans sa base de données tout ce qui a été fait et elle s'en inspire pour faire ce qu'elle va cracher comme résultat. Mais elle pourra pas inventer quelque chose un concept, révolutionnaire parce que sinon, bah, tout le monde utiliserait, l'IA pour créer du business, Oui, mais tu as remarqué ou pas qu'au tout début de l'IA, maintenant ça le fait moins parce ils ont compris leur erreur, mais quand ils ont commencé à mettre la photo sur les IA, les photos elles étaient dégueulasses, mais de pire en pire. C'est-à-dire qu'au début ça c'était pas waouh et au fur et à mesure c'était vraiment de pire en pire. Ah oui. Parce qu'en fait, ils ont oublié un truc, c'est qu'ils se sont dit: «On va faire en sorte que l'IA apprenne des photos ou de ce qu'elle voit sur internet». Sauf qu'en fait, ils se sont pas rendus compte que plus elle faisait des images, plus elle se copiait elle-même, donc plus c'était moche. Mmh. Et c'est là où ils se sont compris qu'il fallait faire un travail sur une base de données précise pour que ça rentre de mieux en mieux. Mais je pense sincèrement que oui, l'IA va arriver dans nos vies à tous et qu'elle va évoluer, qu'elle va faire des va-et-vient, comme, tout. Oui, oui, bah, de la même manière où il y a des études, par exemple, des études non, mais des jobs, par exemple les jobs à la mine, hein, les gens qui travaillent à la mine, bah, quand il y a plus d'activité minière et ben les gens, ont forcément fait autre chose parce qu'il y a d'autres, d'autres domaines qui ont évolué, domaine de l'automobile, domaine, de Oui, l'énergie. c'est vrai. C'est que juste les gens se sont déplacés vers d'autres secteurs. Et comme maintenant, on va dire, oui, il y a des jobs qui vont disparaître, mais il y en a d'autres qui vont être créés parce que, forcément, je prends un exemple. Je disais, oui, le job de taxi avec les transports en commun, ah bah, finito. Bah, il Oui, va y avoir avec Uber aussi, ils disaient ça, hein. voilà, il y a Uber, maintenant il y a d'autres types, Oui, on va citer Bolt aussi. Novan, vous êtes les meilleurs, Free Now, que c'est trop bien. Sponsor, Non, mais sponsor le chèque. mais après si tu regardes, nous on a eu une expérience commune dans une ancienne boîte. Ouais. Qu'est Peut-être qu'on en parlera un jour sur qu'est-ce qui empêche honnêtement de foutre juste bon, il y a déjà beaucoup de caméras en vrai, mais de juste foutre quelqu'un derrière des cams et en vrai tout était automatisé. oui. On a bossé dans une salle d'arcade, Mmh. on va le dire. Oui, Dans cette oui. salle d'arcade, à part 3 machines où on devait être là pour installer les gens, tout le reste c'était automatisé. Oui, tout le reste, Qu'est-ce qui empêche de dire: «Bah là, aujourd'hui ce genre de machines elles sont fermées et tout le reste c'est ouvert». et ouais, ce sera tout le temps ouvert. Voilà, mais qu'est-ce qui empêche? À part le fait où on est en France et qu'on n'a pas, forcément la culture de ça et aussi la culture du respect. Non, mais là tu fais ça, enfin, en Corée du Sud ou au Japon où c'est très, très, respectueux, genre droit de fou. Enfin, il y aura jamais de conneries, tu vois? Mmh. Enfin, moi, tu me laisses une salle d'arcade vide, je sais pas si je respecte toutes les lois, enfin, c'est énorme, Ouh là. là-bas, enfin, non, mais le ballon de basket, il est accessible, je sais pas si je paye ou si je prends un ballon de basket à la main pour aller jouer, tu vois? Mmh. Qu'on soit honnête. Alors tu mets ça en Corée du Sud, je suis sûr que tu regardes en Corée du Sud, ça existe. Des salles d'arcade qui sont 100 autonomes. Oui, oui, Ça paraît pas déconnant. non, ça me paraît Regarde, maintenant dans tous les supermarchés, tu as des caisses automatiques. oui, voilà. Tu en as plein qui ont dit: «Mais cette caissière, il est fini». Bah, non, juste tu en as plus ou moins. Bah, tu maintenant tu as toujours besoin de 2-3 personnes qui viennent gérer les caisses et les autres personnes, bah, sont devenues peut-être gérantes
d'un autre rayon ou bien sont repartis vers d'autres Si activités de service. si tu regardes, moi, dans le supermarché qui est à côté de chez moi, donc qui est le seul de mon quartier, hein, il y avait 5 caissières, genre il y a 10 ans. Maintenant, il y a 3 caissières, une caissière qui est full commande et une meuf qui s'occupe des, 8 caisses automatiques. Mmh. Il y a toujours 5 caissières. Au lieu d'avoir 5 caisses, tu as 3 caisses, une commande et 8 automatiques. Ouais, c'est ça, c'est Donc que tu as 12 caisses. Bénef. les métiers sont amenés à évoluer avec le temps. Bénef de Au fou. début, il y aura une période d'adaptation parce que, bah, forcément, tu auras des gens qui perdront leur emploi et c'est triste à le dire, hein, il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Oui, Mais c'est avec le triste. temps, les métiers vont évoluer parce qu'il va y avoir de nouveaux besoins qui vont émerger et donc, bah, il faudra former les gens à répondre à ces nouveaux besoins. Après, il y a toute une question de s'ils veulent ou pas, si ça leur correspond ou pas, mais en tout cas, d'autres métiers seront créés. Alors, on ne peut pas prédire ce sera en même nombre ou pas en même nombre, mais il y aura bien de nouveaux besoins et donc de nouveaux métiers qui seront créés en conséquence. Mais je te prends l'exemple, par exemple, de ce que je te racontais des caisses. Mmh. Avant, les supermarchés, ils étaient toujours fermés le dimanche. Ouais. Après, ils se sont dit: «Oh, le dimanche, on va peut-être un peu ouvrir, donc on va ouvrir le matin». Bah, moi, le supermarché de chez moi, il est ouvert toute la journée le dimanche maintenant. Juste l'après-midi, il y a une caissière en automatique. Ah, Ça fait 8 caisses. quand j'ai vu en Italie, j'avais un Carrefour, il ouvrait 24/24, mais il était jamais Ouais, fermé. mais en fait, c'est le genre de truc où, pareil, il faut évoluer avec son temps. Avant, tout le monde fermait le dimanche et les gens se sont rendus compte, bah, pourquoi fermer le dimanche? C'est le monde plus important. Mmh. Pourquoi ne pas ouvrir un dimanche, matin, un dimanche après-midi où les gens sont off? Bah, du coup, les supermarchés, ils ont trouvé leur solution, c'est foutre plus de caisses automatiques. Les gens bossent pas le dimanche comme avant, il y a juste une personne qui bosse en plus, qui gère son magasin avec une personne en rayon et voilà. Mmh. Un magasin, ça tourne tout seul, hein, faut juste un agent de sécu, une personne qui peut s'occuper des caisses au cas où elles tombent en panne et ton chiffre d'affaires, il est dupliqué de malade et les gens sont contents. Mmh. Parce que moi, il me manque un truc pour que je puisse manger le dimanche, bah, j'ai bien le seum de pas pouvoir y aller ou devoir aller dans l'épicerie où ça coûte genre 10 fois plus cher. À savoir après si c'est rentable ou pas. Mais bref, c'est lourd que pour toi, ils vont dire: «Ah bah, c'est bon Andrea, tu nous rince-nous, prends 200 balles là, ce tableau là, on a ouvert le dimanche». Oui, mais si tu regardes, il est toujours rempli de dimanche, enfin et Oui. ça a rien changé. Les gens, ils ont autant de besoins, juste que les gens se divisent sur différentes zones. Mmh. Moi, je sais que je vais faire les courses plus le dimanche parce que c'est vraiment mon jour off et donc je suis content de le faire et tu en as, bah, je pense surtout aux grands-parents ou aux papis-mamies, bah, allez faire vos courses le mardi matin, on va être au Oh, boulot. c'est un appel à l'aide. Pitié! De fou! De fou! Non mais tu vois, moi, je regarde mes grands-parents, ils font jamais les courses le dimanche, ils font toujours les courses en semaine le mercredi matin, le mardi matin quand il y a personne. Au moins, Mmh. eux, ils sont tranquilles, ils sont pas chiés et ils aiment bien le contact humain. Bah, ouais, ils ont pas les caisses automatiques, ils vont voir dans des vraies caisses. Mmh. Moi, je vais juste acheter ma viande parce que j'ai plus de bouffe. Parce que vite, j'y vais vite, Je vais survivre. j'y vais vite, passe-moi la caisse auto. Alors dernière question de cette partie, est-ce que tu penses que n'importe qui peut s'improviser créatif avec l'IA? Pas du tout, Pas du tout? pas du tout. En fait, moi, j'ai déjà pensé à ça et je trouve qu'un mec peut réussir à sortir des belles choses avec l'IA. L'IA peut faire des belles choses, ils peuvent s'en sortir. Moi, je pense qu'on peut reformuler ta phrase. Est-ce que tu penses que n'importe qui peut faire de la créa avec l'IA? Oui. Est-ce qu'il peut être créatif? Non. Mmh. À un moment donné, les gens vont vouloir développer. La créativité, ça évolue. On était dans quelque chose qui était, beaucoup, maximaliste il y a 20 ans. Maintenant, c'est beaucoup plus minimaliste avec, genre, Apple et tout. Maintenant, on est dans un pas où on a beaucoup tu sais, la rétro, Y2K qui revient. Oula, je vois pas, attends. Des typos un petit peu plus onduleuses, Ah! on a beaucoup quelque chose qui revient des années 2000. Mmh. En parallèle, on a beaucoup, le jeu de typo avec des typos plus manuscrites. Ouais. Plein de variantes, enfin, toutes les créas évoluent au fur et à mesure, chacun a son style maintenant et tu évolues avec le style des gens, mais l'IA sera pas capable d'évoluer. Mmh mh. Bon, on a un bon créatif dans 5-10 ans, c'est un gars qui, va savoir utiliser l'IA avec lui et cumuler et l'IA et son savoir-faire. OK. Un mec qui s'utilise que de l'IA dans 10 ans, bah, il fera sûrement la même chose parce que ça sera l'IA qui va dicter ce qu'il fait. Ouais. Faut savoir évoluer avec, Ah oui. mais faire que ça marchera pas OK. et faire sans, ça marchera pas. Ouais. Ouais, je comprends.
Ouais, je comprends, je comprends ce que tu veux dire. OK, ben, on va passer à la dernière partie sur les perspectives d'avenir. Alors, première question, comment est-ce que tu vois l'évolution du domaine de la créa dans 5 ans? Donc sachant que je pense qu'en plus là depuis 2022, donc en 3 ans, l'IA ça a fait des bonds mais gigantesques. On fait maintenant au tout début, c'était que du texte, après c'est passé à l'image, après à l'édition d'images, maintenant de la vidéo et maintenant c'est de plus en plus réaliste. Là, on arrive sur des deepfakes, je sais pas si tu as dû voir, les vidéos avec CJ Shape, Ouais, ouais, de fou. c'est et même il y a des gros scandales de deepfake, avec, beaucoup de d'influenceuses où c'est un peu Ouais, ouais. et genre la règle, numéro 33, 36. J'ai pas, mais j'ai entendu parler de ça, j'avais vu, bah, du coup, j'avais vu Magla en parler beaucoup. Mmh. Moi, je pense dans 5 ans, bah, l'IA, ça va faire vraiment, partie de notre métier. Après, faut aussi dissocier. Là, je vois des vidéos d'IA où les gens en gèrent de fou avec l'IA pour faire des belles vidéos, pour faire des choses qu'on n'est pas capable de faire. En fait, moi, je me dis que ça va se tamiser au fur et à mesure parce que les gens vont commencer à se dire: «Vas-y, on en a marre que ça soit que de l'IA et tout». Et c'est là où je pense que nous, on aura notre, part du boulot à faire et il faudra pas la rater pour tous les créas, hein, donc ça n'a pas à l'aide. Quand non, mais quand l'IA va arriver à son pas à son max, mais un peu à ce qu'elle sait faire de mieux, ça sera à nous de faire différemment d'elle. Et c'est là où je te parlais tout à l'heure un petit peu avant de faut savoir vivre avec, faut savoir être décalé parce que l'IA va produire quelque chose, mais elle n'aura pas la créativité qu'on a. Mmh. Il y a un Faut plafond de verre, elle tu veux dire? elle va toujours produire s'il faut des belles choses, mais tout le monde aura des choses similaires. Et c'est là où un créa va pouvoir dire: «Bon OK, ça va coûter plus cher, mais moi je vais te faire un truc qui va forcément tout changer. Toutes les marques qui utilisent l'IA qui sont dans le même domaine que toi, ben moi je vais te faire un truc qui est différent». Mmh, Et pour moi, l'IA est pas encore assez développée sur plein de petits points, mais les gens le voient pas forcément parce qu'ils sont pas dans ce domaine. mmh. Ouais, c'est vrai que, C'est sûr. ouais. Il y aura un plafond de verre qu'on pourra pas forcément dépasser au bout de dans quelques années, hein, on ne sait pas quand, mais Oui, c'est ça. c'est là que le métier va vraiment, faire la diff. Mais si tu regardes, moi je pense surtout aux streamers, tu as plein de petits streamers qui utilisent l'IA pour faire leurs émotes sur Twitch. Ouais. Moi je trouve ça à la fois cool et à la fois dommage. Après je peux comprendre, tu viens de lancer ta chaîne Twitch, tu as pas forcément 50 balles à mettre dans un petit créa, pour te faire tes émotes. Donc c'est cool. Après ça se voit que c'est de l'IA. Mmh. Ça se voit clairement que c'est de l'IA. Donc c'est cool pour ton début. Après dans quelques temps, vas-y, passe par un vrai gars. Enfin voilà Mmh. quoi, fais le truc en entier. Ça va être partout pareil. Et ça me fait Dans penser à la streameuse, Avamind, qui, a une IA en fait qui co-host son stream et qui s'appelle, je crois, Ouais. Bernie et en gros, elle lui pose des questions et Bernie, il est très, on va dire, pas très dans le clash, mais très il fait beaucoup de sarcasme, mais du coup, c'est une IA, c'est clairement une IA, mais elle interagit avec lui, Ouais, c'est sympa, c'est différent. c'est différent, Bah, tu moi, vois? je crois tu as déjà dû voir sur les réseaux, pareil, l'IA de Anime 023. Ah non, j'ai pas vu. C'est, en fait, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est une IA qui reprend sa voix, mais dans le côté très condescendant Ah, je j'ai pas et ça match de fou avec la personnalité d'Anime, désolé, qui joue avec ça ou enfin, qui est très, dans le sarcasme, dans la blague, dans les vannes. C'est vraiment un personnage, ce gars, tu vois? Donc je trouve ça match. Après là, c'est une citation qui est vachement particulière parce qu'ils interagissent avec, donc c'est pas, du pur, pur. ouais. Ouais, ça apporte une plus-value Moi, au stream. ce qui me fait peur, c'est que j'avais vu ça sur les réseaux, c'est des gens qui arrivent à faire des deepfakes qui sont d'une réalité, mais époustouflante, où c'est un mec, de la vidéo du dessus et en bas, c'est une meuf. Ah ouais. Et ça fait très, très peur de se dire que là, tu as peut-être des gens bientôt qui vont stream sur Twitch en exagérant de fou la femme. Mmh. Genre, niveau tenue vestimentaire, niveau interaction, non mais niveau interaction, niveau tout, juste pour se dire: «Il y aura forcément des dalleux, sur Twitch qui vont venir», tu vois? Les clickbait. Ouais, c'est clair, mais c'est clairement ça, mais du coup, ça fait un peu je me dis: «Putain, là, tu en pars loin quand même». Pour que des gens pensent à ça, c'est chaud. Bah, c'est forcément, ça induit des dérives, hein, comme toute nouvelle innovation. Tu as des Ouais, c'est dérives, ça. c'est la même chose, c'était la même chose avec internet, la même chose avec les retouches de photos, la même chose avec
les téléphones, les jeux vidéo, Oui, oui. au début, on te disait: «C'est bien» et après on te dit: «Oui, mais ça va rendre les gens violents». Au final, non. À chaque fois qu'il y a une nouvelle innovation, les premiers et qu'il y a des premiers signes, et ben, on s'en inquiète, puis après Oui. on étudie, puis on se dit: «On trouve une solution». C'est comme, comment ça s'appelle? Les retouches de photos, maintenant, il y a des algorithmes qui te disent si une photo a été retouchée ou pas. Maintenant, il y a une Oui, obligation légale pour dire quand une photo a été retouchée ou pas au niveau de la publicité. Il y a tout ça qui est mis en avant pour mettre, pour, on va dire aux consommateurs et aux gens: «Bah, là, on a pu checker, ça c'est retouché donc faites attention». Donc ça va se développer avec le temps, il y a c'est comme l'arrivée de l'informatique. Oui, il y a des virus, ça va, corrompre vos ordinateurs, vous serez foutus. Au final, oui, comme tout. voilà donc Mais en fait, c'est ça et je trouve qu'on met ça sur un piédestal parce que c'est une immense innovation. On dise la vérité, c'est un truc de fou. oui, oui. Mais comme ça a été des trucs de fou à l'époque de partout et si tu regardes les gens qui ont beaucoup peur de l'IA, peu importe les gens, bah, par exemple, il y a 10 ans, les gens, moi, mes parents me disaient: «Va pas sur Instagram, va pas sur Facebook», parce que c'était Facebook. «Et deviens une origine. Non mais va pas sur ce genre de truc, ça va te bousiller le cerveau, arrête d'être sur ton téléphone». Alors que moi, maintenant, ma mère, elle vient dans la cuisine, elle me montre, elle me dit: «Ah ouais, j'ai vu ça sur les réseaux et tout, c'est marrant, il y a 2 petits chats, ils se battent». Enfin, je dis une connerie, tu vois? Et c'est de l'IA. Elle me dit: «Ah, c'est trop drôle, c'est marrant, c'est bien fait». En fait, c'est juste que les gens ont peur et par exemple, moi, je pense à mes parents surtout, mais je pense à la génération, du coup, avant nous, dans les années 70-80. Ceux qui sont nés dans cette période, eux ont plus eu peur de l'arrivée du téléphone parce qu'ils étaient plus dans cette notion et dans cette période. Ils étaient plus là-dedans, c'était trop tard pour eux. Mmh. Ils ont pas connu ça, où ils avaient pas le choix, ils ont connu ça sans. Donc c'est en mode: «Bah, vas-y, on a connu ça sans, pourquoi s'intéresser à ça?» Et maintenant que ça fait 10 ans qu'ils sont là-dedans, ah, ils commencent à avoir pas trop le choix. Mmh. Moi, je vois ma grand-mère, elle est sur Facebook, elle me parle sur Messenger, elle m'envoie des gifs, des gifs, elle se fait kiffer, tu vois? Et tu te dis: «Bon, bah, OK, elle est plus âgée, mais elle a fait ce truc où elle est en mode: "Ah, bah, c'est sympa, je vais voir ce que c'est"». Et des autres côtés, mes autres grands-parents, ils sont en mode: «Mais moi, le wifi, j'en veux même pas à la maison, c'est hors de question». Ils ont pas passé ce pas. Et c'est pareil pour l'IA, tu en as, ils vont passer le pas, tu en as d'autres et ça va trouver un équilibre où les gens vont vivre, très bien sans et très bien avec. Ouais, c'est ça. Après, il y a une étude que j'ai vue récemment par rapport à l'IA que, bah, ça réduisait, les capacités, intellectuelles ou en tout cas, l'effort intellectuel fait par les étudiants parce que, bah, les gens l'utilisaient tout le temps. Et du coup, bah, quand tu fais plus d'efforts, c'est comme, le sport. Le sport, si tu t'arrêtes de faire du sport, tu vas à la salle, tu veux soulever avant tu soulevais 100 kilogrammes, tu soulèves, alors que ça fait, 2 ans que tu as plus fait de sport, bah, c'est normal si tu t'entraînes plus, le muscle, enfin le Oui. corps c'est un muscle, de la même manière, bah, tu l'entretiens. Donc, c'est pas que ça rend bête, c'est que c'est la surconsommation qui fait, c'est la surutilisation qui fait ça. C'est comme, Mais est-ce que ça rend bête ou pas sur certains points? Par exemple, je veux une info, je me sers de l'IA, je trouve mon info. Peu importe la question. Est-ce que c'est pas pareil juste de chercher sur Google? Totalement. ouais, C'est c'est juste ça. que là, en fait, au final, ça va rien changer, mais est-ce qu'il y a pas un monde où on exagère trop l'IA et faudrait apprendre aux plus jeunes comment bien se servir de l'IA? Parce qu'ils auront pas le choix dans leur life et peut-être qu'à ce moment-là, ça va rendre, certes, certains plus flemmards parce que pour des questions de problèmes de maths ou pour des contrôles ou quoi au lycée, ils vont vouloir s'en servir. Mais est-ce que pour certains, ça va les rendre plus intelligents ou plus curieux parce qu'ils vont se dire: «OK, dès que je me pose une question, j'ouvre ChatGPT, je lui pose ma question, j'ai ma réponse». Voilà, c'est parce que les utilisations sont différentes. Tu en as certains, juste, ils le font tout pour tout et n'importe quoi. Ils disent: «Bah, c'est bon, je sais plus rien». D'autres qui disent: «Ah, ben j'ai trouvé cette info, du coup, je vais pouvoir la mettre dans mon texte et ça va être, beaucoup plus parlant, quand je vais devoir faire ce discours». Mais c'est vrai que, voilà, comme si les utilisations sont différentes, oui, tu auras pas forcément les mêmes effets et les mêmes, même le tu peux avoir, ça peut induire un effet complètement qui est contraire, hein. Oui, c'est ça. Et certains vont réussir à s'en servir beaucoup plus facilement et après moi j'essaie d'être positif et optimiste sur ça. Enfin si, tout ce qui est l'État et tout arrive à bien contrôler l'IA, on peut en faire quelque chose de très bien pour les jeunes. Moi je pense personnellement que, pour les jeunes, comme maintenant moi quand je suis arrivé au lycée, on avait déjà des tablettes pour avoir des manuels, pour avoir moins de poids dans les sacs. Je pense que s'ils continuent à faire leur système de tablettes, il faudrait une tablette qui a une IA intégrée dedans, qui est créée par l'État.
en tout cas qui est programmé ou contraigné par l'État, tu vois? Ils peuvent trouver une solution où ils se servent de ChatGPT, tu vois? Juste, c'est leur IA et ils contrôlent les réponses de ChatGPT, que ce soit pas des réponses en mode, «Résume-moi mes calculs» ou «Fais-moi mes réponses». Ouais, c'est comme, Mais je pense Google, qu'à non, ce moment c'est des codes je internet. je je pense qu'à ce moment-là, on peut clairement réussir à intéresser les jeunes plus facilement sur: «Tu as un problème dans un cours? Demande à ton IA». Ouais, Et ouais. au moins quand tu es à la maison, que tu révises un truc que tu comprends pas, tu cherches sur Google, ça prend du temps. Tu vas voir tes parents, eh ben, ils ont pas forcément la réponse parce que s'il faut, papa, maman, ils sont pas bons en histoire, géo. Bah, là, tu demandes à ton IA, elle est faite par l'État, du coup, elle sait c'est quoi les programmes. Elle peut te répondre facilement. Ça peut être un second de ton prof, un assistant, comme un prof si c'était un prof à la maison. Ouais, c'est ça. Et là, tu peux développer des compétences pour des gamins qui, parfois, suivent pas forcément bien en cours, qui ont des oublis. Un gamin qui était pas là à l'école ou qui a raté 1 heure de cours, bah, il peut la rattraper plus facilement et tu peux vraiment développer un truc et ça permet de t'en servir d'une bonne manière dès le plus jeune âge, comme les téléphones. Mmh. Si tu apprends bien à ton enfant à t'en servir, je pense surtout à ça, enfin, là, tu as plein de parents qui sont dans l'optique, faut pas qu'ils aient des tablettes, faut pas qu'ils aient d'écran. Tu en as qui sont beaucoup dans l'optique: «Bon, je leur laisse, je m'en fous». Moi, j'ai eu ma Wii, j'avais 6 ans, 7 ans, ça m'a pas bousillé le cerveau, je m'en servais pas tous les jours parce que juste mes parents m'ont fait comprendre que c'était un jeu comme les autres et il fallait pas que j'en abuse et moi, j'ai été dans cette optique où j'ai écouté mes parents, tu vois? Mmh. Donc Mmh. j'ai jamais été un bousier du cerveau à passer toute ma journée sur ma tablette, sur mon téléphone comme certains gamins le font parce que, ils ont peut-être moins réussi à inculquer ça, les parents, à leur enfant. Mmh. Je Donc si pense tu que apprends bien l'IA à ton gamin, ça peut être que bénef. ouais, bah, c'est comme au collège, on nous apprenait les dangers d'internet. Même au lycée, on nous a appris les dangers d'internet, comment bien utiliser internet. Bah, je pense que de la même manière, on devra nous apprendre comment bien utiliser l'IA et savoir, quand est-ce qu'il faut l'utiliser et comment. Ouais, c'est sûr. C'est indéniable. On va passer à la dernière question de l'interview. C'est une question que je pose à tout le monde, quasiment à tout le monde. Qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a 10 ans? Donc là, tu reviens, 10 ans en arrière, hein, et En il y a 2015. voilà, il y a petit Andrea, il est là et il voit grand Andrea. Qu'est-ce que tu lui dis? Appelle tes parents, tu leur dis, «Vous mettez toutes mes économies sur le bitcoin». Tac. «Mets-nous bien». Non, ça voilà, tu mets tout et au moins là, bah, je disparais, je suis plus là. Non, au moins il y a 10 ans, je lui dirais et je pense que ça va parler à tout le monde, même, à tous ceux qui nous écoutent, sois toi-même, ne change pas pour les gens parce que ça fait beaucoup de mal. D'essayer de rentrer dans les moules, reste toi-même. Tu es un geekos, tu es un geekos. C'est ce qui te fait plaisir donc pas parce que maintenant les gens qui disaient que tu avais pas le droit de l'être, le sont sûrement. Ou passent leur vie sur YouTube ou sur Twitch et tout, parce que tout le monde passe sa vie sur ça, pas à faire les mythos, ou sur TikTok ou autre. Lance-toi dans les projets que tu as envie de te lancer. Te mets pas de barrière parce que tu as peur du jugement des autres. Qui te disent: «Ah toi tu fais telle chose, tu fais telle chose» et surtout fais-toi kiffer. Mmh. Laisse-toi vivre et je pense que c'est un un beau message de fin. Peu importe ce que vous faites dans votre life, que vous soyez dans un domaine que vous voulez pas, que vous avez le choix, que vous avez pas le choix, que ça arrive par hasard, essayez de vous faire plaisir dans votre vie. C'est ultra compliqué. Je sais que c'est ultra galère. La preuve, moi j'ai galéré, aussi, quand j'étais dans l'ancienne boîte où on bossait, je galérais à partir parce que j'arrivais pas, parce que je me disais: «Putain, mais après Andrea, tu plus de thunes pour payer ton loyer et tout». Mais après j'ai dit: «Vas-y, tu sais quoi? Je vais le faire. J'ai besoin de partir, je vais plus être là, pars» et je Ouais. l'ai fait, ça s'est très bien passé. Mais non, mais essayez de cumuler, tout ce que vous voulez faire dans votre vie et essayez de voir le positif le plus possible. Voilà. C'est une fin, très, très philosophique. Mmh. Non, c'est pas mal. Non, c'est très bien. Non, mais c'est vrai. La preuve, regarde-toi, tu as lancé ton média pour te faire kiffer Ouais. et ça fait quasiment 1 an, non? Ouais, ça fera bientôt un an, j'ai lancé le premier podcast en janvier, mais j'ai démarré les news, je crois en novembre-décembre. Voilà, donc ça fait quasiment 1 an et c'est juste ton bonheur. Ouais, c'est cool en vrai, même si ça me Alors prend ça du temps, c'est fatigant, mais je me dis: «Si ça aide 3 personnes, bah, c'est 3 personnes». C'est juste déjà 3 personnes que j'ai pu aider. la première saison, c'est plus une saison test qui, du coup, marche un peu moins et la saison d'après, tu essaieras, de faire des choses un peu plus différentes.
Ça marche. Super. On va passer à la deuxième rubrique sur le vrai-faux. Alors du coup, je vais te présenter une liste d'idées reçues et à toi de me dire si c'était plutôt vrai, plutôt faux, si c'était plutôt d'accord ou pas d'accord. OK, pas d'argumentation. Allez, c'est parti. L'IA va remplacer tous les créateurs. Non, faux. Les métiers créatifs sont naturellement protégés de l'IA. Faux aussi. L'IA ne peut pas être créative. Pour le moment, c'est vrai. L'IA n'impacte que les métiers techniques. Faux. Je connais une avocate qui a une IA qui lui permet de l'aider dans le code pénal. D'où l'exemple que je te servais tout à l'heure, donc faux. Les outils IA se commandent d'un simple bouton. Faux aussi. Il faut savoir s'en servir. L'IA est neutre et sans biais. Faux. On en a parlé tout à l'heure, ChatGPT, te parle dans ton sens. L'IA ne fait que copier sans rien inventer. Vrai. L'IA générative ne conserve que le texte. Faux, totalement. Photoshop a intégré l'IA, directement. Ça pareil, on pourra en parler, mais c'est très pratique pour certains trucs. Tu veux enlever un détail dans le fond de ta photo, IA générative, c'est nickel. Les métiers créatifs vont être tous automatisés. Ça peut, mais je pense pas. Surtout en France, je pense pas. L'IA réduit la qualité de création humaine. Ah vrai, bah, les 2. En fait, non pour les créas qui savent se réinventer. Oui, pour ceux qui se basent sur ce que fait l'IA et se dit: «Bah, si l'IA fait ça et des gens peuvent acheter ça pour l'IA, moi je peux faire pareil et c'est bon». Mais je serais plus dans le faux, parce qu'on est quand même des créatifs. L'IA décide à la place du créateur. Non, non, faux. Faut rester soi-même, faux. L'IA menace chaque emploi créatif. Vrai, mais il faut savoir du coup réagir avec. L'IA est réservée aux grandes entreprises. Faux, tout le monde s'en sert. Les formations IA ne sont pas accessibles. Je dirais plutôt qu'elles sont facilement du scam. On sait pas forcément quel est le réel prix de ce qu'ils vendent. Et enfin, l'avenir de l'IA est uniquement technologique. Mmh. Bah, oui, quand même. Enfin, ouais, je pense quand même. Après, est-ce que technologique, ça comprend, par exemple, les IA qui fabriquent des voitures dans l'automobile? Je sais pas. Parce que c'est aussi manuel, mais dans tous les cas, l'IA, il y a une part de technologie vu que c'est un robot, donc je dirais oui. Mais c'est flou. Ah ouais. Super, super, super. Bah, merci d'avoir un petit peu partagé, ton opinion, Mais il y a pas de quoi, avec plaisir. et on va passer à la dernière partie sur la réaction à l'actu. Du coup, je t'ai envoyé un petit article qui est assez, troublant parce qu'il y a une statistique, elle est un peu affolante. Il y a un employeur sur 2 qui juge qu'il faut mieux entraîner un modèle d'IA que d'embaucher un junior. C'est même 52 des entreprises qui considèrent ça, parce que, c'est beaucoup plus simple, ça demande beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'argent, c'est plus efficace, il y a beaucoup plus de rendement et donc et ça se fait énormément donc dans les métiers de la finance, dans l'éducation, dans le commerce et donc bah, les étudiants, les futurs, personnes qui vont rentrer dans le marché du travail, bah, elles sont inquiètes. Elles sont inquiètes parce que, bah, il y aura une perte de la dimension humaine et elles se disent: «Bah, j'ai fait des études, pour rien, du coup, il va falloir que je me réoriente». Moi, je voulais un petit peu savoir, ton ressenti là-dessus, et est-ce que toi aussi tu as eu un petit peu une appréhension par rapport à ça? Moi, pas forcément. En fait, je me dis une entreprise qui se dit que l'IA est mieux pour elle, bah, qu'elle prenne l'IA. C'est cool pour elle. Ça enlève pas des métiers parce que ça veut dire que le mec, c'est ce qu'il veut, donc au pire, c'est mieux qu'il prenne une IA, il fait sa vie avec. Ça a pas forcément marché. La preuve, moi, j'ai bossé dans une boîte où le patron voulait mettre beaucoup, beaucoup d'IA. Au final, il a dit: «Oui, vous allez faire que de l'IA et tout, vous allez gagner du temps». La personne qui fait de la créa, elle prend plus de temps à se servir de l'IA que de la faire elle-même parce qu'elle a un bon niveau, donc c'est une Mmh. perte de temps pour certains. Après, je préfère être dans une boîte qui veut de moi, dans une boîte qui veut pas de moi. Ah mais ça paraît évident, ça paraît évident, ça paraît évident. Je préfère dans une boîte qui veut de moi. Après, je pense qu'on surestime énormément l'IA parce que c'est nouveau, mais il va avoir un rééquilibre à un moment donné, ça va s'équilibrer. Enfin, c'est comme les pareil, tu parlais des gens à la mine, bah, ils y sont moins. Tu parlais des gens qui fabriquent des voitures, bah, ils y sont moins. Ça va juste se rééquilibrer au fur et à mesure. Ça va créer un équilibre. Donc forcément, c'est horrible, mais il y a des métiers qui vont disparaître, mais il y a aussi, par exemple, des pays qui vont se développer. Mmh.
Un pays qui a pas beaucoup de budget sur, le doublage. Je Mmh. parle pas de la France parce que moi, je trouve que la France, c'est une grosse connerie si on fait ça. Mais un pays qui a pas beaucoup de budget, tout ce qui peut être doublage, je pense peut-être à l'Inde ou des pays comme ça. Mmh. Eux, ils peuvent se servir de l'IA pour avoir un film français, américain ou quoi et faire du doublage en leur langue natale. Mmh. Ça peut être sympa. Ça leur permettrait de se développer petit à petit plus facilement dans, par exemple, le milieu du cinéma ou même dans leur, PIB à eux, les gens vont plus facilement au cinéma parce qu'au lieu d'avoir un film en américain ou en anglais, ils ont un film avec leur langue natale. Ça peut être quelque chose. Mmh. Nous, en France, on a assez de bons doubleurs pour qu'on le fasse pas du tout. Mmh. On a des super bons doubleurs, j'ai pas forcément les noms en tête, mais tu penses à Donald les Renew, doubleurs qu'on Dorothée a. Pousseau. Voilà, Dorothée Pousseux qu'on a eu à la salle d'arcade, Mmh mh. qui était incroyable et qui nous avait fait une petite voix et je trouve ça magnifique. Mais moi, c'est mon point de vue. Enfin, tu vois, ces personnes, elles ont un vrai talent et elles vont faire des émotions dans leur voix qui vont faire que c'est important pour, tu sais, le doublage. Ouais. Après, un pays qui est moins développé, ça peut être bien pour eux pour, pouvoir développer quelque chose plus facilement au début. Ça leur fait une base. Ouais, comme on a dit, toujours pour amorcer, en fait, c'est toujours bien pour amorcer Ça quelque leur chose. fait une base. Voilà, un pays qui a pas des très bons doubleurs ou qui a pas forcément l'argent pour doubler tous leurs films, tous les films qu'ils voient, ils font un peu d'IA, ça leur permet de doubler plus facilement. Ça emmène plus de gens au cinéma, ça crée plus d'argent et avec plus d'argent, ça fait plus de doubleurs après. Mmh. Ouais, c'est Faut ess un mmh. Ouais, non, je faut comprends. essayer de voir comme ça et je sais qu'il y a certains pays qui commencent à le développer dans ce sens et ça, c'est pas mal. Mais du coup, toi, tu aurais quoi à répondre à ces entreprises qui disent: «Bah, ouais, j'ai pas envie de je prends pas de stagiaire, je prends pas d'alternant, je prends pas de junior, j'ai formé, mon IA, du coup, bah, tous les dossiers, que tu devras traiter, en fait, ce sera elle qui les traitera, du coup, j'ai plus besoin de toi» et du coup, tu dégages, toi, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces entreprises, là? Honnêtement, pas grand-chose. Ils font leur life. Moi, ça me fait pas peur. J'ai gagné la bagarre. Non, mais en fait, ça me fait pas peur parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je me dis: «Ce gars, ce patron ou cette patronne, si elle veut ça, elle va le faire, donc elle voudra pas de moi». En fait, ça m'aurait fait mal si elle me disait: «Bah, Andrea, du coup, je vais te licencier parce que je veux te remplacer pour une IA». Là, ça m'aurait fait chier. Ouais. Mais vu que je suis pas dedans, je prends ça comme juste un non. Genre: «Non, je veux pas de toi dans mon équipe». C'est tout. Après, certes, ça fait moins de place, mais honnêtement, posez la question à qui vous voulez. Est-ce que demain, un mec qui fait de la créa veut rejoindre une société où le patron dit: «Moi, je veux remplacer tous mes employés par une IA». Tu fuis, tu as peur. Tu es en train de défoncer ton métier, tu fuis. Ouais, c'est Tu ça. veux pas entendre parler de ce mec. Ouais, ouais, le gars défend pas la la cause. Le mec ne veut pas être de ton côté, donc il va pas le rejoindre. Mais C'est après, ça dépend forcément de plein de métiers. Encore une fois, j'ai la chance d'avoir un métier créatif où on a besoin de moi de partout. Enfin, de moi, de nous, on a besoin de nous de partout. mmh, ça me fait aussi La preuve, penser à pour un podcast, tu as besoin d'un logo. Pour une entreprise, tu as besoin d'un logo. Tu as besoin d'un logo pour un gars sur Twitch, sur YouTube, des miniatures. Tu as besoin de créa de partout. On se rend pas compte, mais on est rempli de publicité de partout, hein. mmh, ouais, C'est c'est ça. devenu banal pour nous, mais la publicité, elle est de partout et dans nos vies, c'est ancré dans nos vies. Enfin, je te lance n'importe quelle musique d'une publicité, tu connais la marque. Ouais, Si je c'est te vrai. dis si je vous dis: «Venez comme vous êtes», vous savez exactement de quelle marque je parle. Ouais. Quick. C'est de la pub. Ah, il y en a bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ouais, c'est la publicité, si, c'est la publicité. Ouais, oui, c'est ça, c'est vrai. Non, c'est vrai et alors moi, ce n'est qu'un avis personnel, mon avis ne vaut rien, mais je tenais à le dire. Je pense qu'un métier que j'aimerais bien qui soit remplacé par l'IA, c'est le métier, dans le recrutement, heu enfin, Ah, dans le recrutement RH, ouais, en tout cas, parce qu'il y en a enfin, on va pas se cacher, quand tu envoies des CV, énormément, enfin, en tout cas, dans mon domaine, quand tu vois des CV, la plupart du temps, ils sont analysés par des des ATS IA, oui, oui. et donc, bah, c'est l'IA et en plus, au final, c'est un mail automatique qui est fait par une IA. Donc, je suis en mode, bah, on voit jamais le recruteur. Le recruteur, tu ne le vois que si tu as la chance d'avoir un entretien
en fait, je regarde beaucoup de, de formats courts et d'interviews de recruteurs, des reportages dessus et je me dis: «Mais waouh, c'est des fois, tu as des paramètres qui sont tellement subjectifs», mais comme on a dit, l'IA est aussi remplie de biais. Enfin, des fois, je me dis: «Mais est-ce que vraiment on y perdrait au change?» parce que, bah, dans relation humaine, il y a humaine, mais on a tellement plus affaire à des humains. On a affaire à un humain que si vraiment on a, notre CV passe le 1er filtre et même s'il passe le premier filtre, on voit pas forcément. On peut toujours se faire, tège par la RH parce que, Oui, bah, il je y a des biais. comprends. Après l'avantage du coup moi je parle surtout dans mon domaine, c'est qu'encore une fois, bon, j'ai pas rejoint encore des très, très grandes boîtes. Mmh mh. Donc j'ai eu l'occasion de appeler un gars de l'équipe, le numéro que j'ai vu en ligne, en disant: «Voilà, je suis un étudiant et tout, je viens vous déposer mon CV». Moi, je suis allé en physique direct, je dépose mon CV, je les vois en direct et coup de cul, ça m'est souvent arrivé que le patron soit là, il me dit: «Bah, du coup, viens, on va savoir qui tu es» et souvent, j'ai réussi des entretiens comme ça parce que j'allais au pif. Même, on repart de la salle d'arcade, je vais déposer mon CV. Ils m'ont dit: «Bah, non, on a déjà assez de CV, ça sert à rien» et moi, je leur ai dit: «Bah, prenez-le, sinon, bah, vous en savez comme quelle porte» et au final, ils m'ont rappelé 2 jours après en me disant qu'on va bien faire l'entretien. C'est con, mais en fait, si tu y vas en te disant: «Je l'aurai pas mon boulot», c'est fini Ouais. et pareil, tous les gens qui nous écoutent qui ont des entretiens, mettez-vous dans l'optique où si vous avez un entretien, c'est que votre niveau déjà leur a convenu. Donc soyez vous-même lors de l'entretien, soyez qui vous êtes et c'est là où ça va faire la différence. Mmh. S'il y a 10 personnes en concurrence dans un poste et qu'ils ont pris les 10 personnes en entretien, c'est que vous avez forcément un minimum de niveau pour avoir ce poste. Mmh. Soyez vous-même et soyez qui vous êtes et en fonction du boulot. Moi, j'ai mon alternance, je l'ai eu beaucoup grâce à ça parce que, faut avoir la tchatche et j'ai beaucoup de tchatche, on le voit là, hein et je m'intéressais au foot et c'est un avantage parce que je connais le foot. Donc c'est un sport qui me passionne, donc là, c'était nickel et je sais que j'ai ma tendance surtout grâce à ça, parce que j'ai été qui j'étais et j'étais dans un domaine qui me plaisait et peut-être que la personne en face de moi qui n'a pas eu la tendance avait un niveau qui était beaucoup plus grand que moi. Mais si le gars n'était pas passionné par le foot, il aurait moins été dedans et il cherchait un passionné pour faire de la créa. Donc c'était plus mon profil. Yes. Voilà. Okidoki, bah, c'est sur ces belles paroles qu'on va Qu'on va rester là. on va arrêter là. Je te remercie, bah, d'avoir un petit peu discuté, de nous avoir Mais il y a donné pas ton de quoi, avis, avec plaisir. donné ton parcours, tout ça. C'était vachement intéressant. Je sais pas si tu as un dernier mot pour les schoolos, pour les auditeurs? Bah, je pense que je l'ai déjà dit en dernier mot. Les étudiants collège, lycée, n'hésitez pas, faites les salons. C'est super chiant de se lever tôt le matin, mais allez voir des professionnels. Si vous êtes perdu ou pas, mais parlez-leur. Parce que, OK, certes, beaucoup vont vous vendre leur école parce qu'ils veulent faire du chiffre et ils vont quand même vous faire découvrir des nouvelles choses et profitez-en, allez-y et n'ayez pas peur à ne pas savoir ce que vous voulez faire dans votre vie, c'est totalement normal et tu en as plein qui savent ce qu'ils veulent faire dans leur vie à 40 ans, donc profitez essayez, tentez et pour ceux qui sont étudiants à l'heure actuelle, bouffez pas votre vie à vos études. Ceux qui ont 20 ans, 25 ans, sortez, faites-vous kiffer. Et les études, ça passe certes avant, mais ça passe aussi dans le côté où on est étudiant, faut apprendre de tout et la vie en règle générale, c'est important. Mmh. Voilà. Super, super. Bah, c'était la fin de l'interview. Je te remercie encore, voilà, pour Mais il y a ton pas de quoi, avec témoignage. plaisir. Quant à vous, les auditeurs, bah, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter aussi. Nous, on se retrouve pour un prochain épisode. C'était Andrea et Rocha pour After School. À plus!